Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Grosse semaine de péquistes, mon ami Jerry, pour Radio Pirate Live. Donc, un gros 4 jours. On est déjà sur le bord de parler de fin de semaine avec toi, puis l'aubergiste d'ailleurs. On est proche. On est proche. Gros prime ce matin, on a eu bien du plaisir. On est retombé le 4 juin 1982 pendant 1 heure. On a voulu décrocher de tout ce qui se passe et on s'est remis dans une époque où on était un peu plus nono, mais quasiment un peu plus heureux. On est prêt pour Régent Tremblay. Régent est avec nous autres pour ouvrir la semaine. Régent est stand-by. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent Tremblay, comment est-ce qu'il va? 4 juin 82, le Canadien jouait dessus pour la finale de la Coupe Stanley. 4 juin 82. Non, ça, c'est Dale Hunter qui les avait sortis. C'est en 82, ça? Oui. Oh, et quand on a joué contre... Oh non, 82. La fois qu'en 80... Quelle année qu'on a joué contre Calgary, puis on a perdu à la finale? C'est-tu 92? Le Canadien, c'est 88. 88? 88-89. C'est 88-89, c'est ça. OK. Ouais. C'est là que j'étais dans l'avion, on rentrait. Dans ça là? Non, c'est 86, j'étais dans l'avion, puis on rentrait de Calgary. Je dis « on » parce que j'étais dans l'avion du Canadien. Puis là, Chris, les gars, t'es sous. C'est un vol de 5 heures. Un vol de 5 heures, quand tu viens de gagner la coupe, c'est dangereux en tabarouette. Tu peux dire ça. Tu peux vomir. Tu peux avoir du vomi partout. Et là, Nyland, que c'est drôle parce que je suis quasiment pas rendu chum, mais rendu proche de lui. Quand on a fait le documentaire, Nyland, c'est un de ceux qui nous a donné des bonnes entrevues. Puis j'ai donné un petit coup de main pour qu'il puisse rentrer en contact avec Serge Savard. Il était dans la rue. Il était vraiment itinérant. Oui. Parce qu'il a travaillé, à TSN Radio dans la bâtisse de Bell à Montréal. Moi, on l'a rencontré là, Jerry, tu te rappelles? Quand on avait été faire une émission là, quand on était à Énergie. Très bien, oui. Puis ça n'a pas toffé. Il est arrivé, je ne sais pas, je pense qu'il y avait des petits problèmes à ce moment-là. Ça n'a pas toffé. Il y a ça tough, lui. Hein? Oui, il y a ça tough. Mais en 86, il venait de gagner la coupe. Puis il avait pris le micro de l'hôtesse. Puis là, il avait commencé « The fucking Tremblay is a fucking queer. » Ah oui. Oh yes! Mais là, tu sais, à un moment donné, je m'étais endormi pareil. C'est ce qu'il fasse. Oui, ils sautent pas dessus. J'avais 42 ans. À un moment donné, il m'avait ouvert un œil. Il était juste au-dessus de moi. Il avait le poing à l'air. ça faisait à peu près une demi-heure qu'il avait fini de chanter. Mais pourquoi il t'en voulait à ce moment, dans ces années-là? C'était quoi qui... j'avais écrit un texte en une de la presse, puis j'avais trouvé que le titre était bon. C'est « Le Canadien n'a pas besoin d'un bum ». OK, ouais. Et... C'est sûr que... Et là, il dit « Je sais pas ce qui me retient. » Hey, un peu. Combien de journalistes dans l'époque où on est aujourd'hui qui côtoient dans l'avion les joueurs oseraient écrire quelque chose de même en sachant que le gars va être à 3 rangées de bancs de toi dans 1 heure? Et qui va être sous. Et qui va être sous. Puis c'est un bagarreur. Tu sais, quand même. C'est ça. Mais il n'y en a pas beaucoup, là. Dans l'époque d'aujourd'hui, on s'entend, là. On s'entend. Et là, il avait dit, je sais pas ce qui me retient. Et puis, j'avais dit, oui, moi, je le sais, le montant de la poursuite. C'est toi. Donc là, vous avez été capable de repasser par-dessus ça, j'imagine? Oui. Ouais. Mais il y a des affaires, c'était compliqué. Tu dois t'en rappeler, en 89, justement contre Calgary encore, Pat Burns, il y avait Madame Lapointe, Michel Lapointe, qui avait travaillé pour les Nordiques. Oui. Elle était rendue avec les Canadiens, elle m'avait appelé, puis elle m'avait dit, pour ta sécurité, Serge Savard ne veut pas que tu prennes le vol pour rentrer. Et c'était pour le 6e match à Montréal. Et là... Pourquoi? Mais à cause de Nyland? C'était Nyland aussi? Non, c'était pas Nyland. Non. C'était Pat Burns avait... OK, Pat. Sais-tu, Claude Lemieux, honnêtement, il fakeait souvent. Il restait sans connaissance. Il jouait au soccer sur la glace, tu comprends? Oui. Et puis là, j'avais écrit que... Puis là, Burns était écœuré, fait qu'il n'avait pas envoyé... Il avait demandé... Gaétan Lefebvre. Oui. Il avait voulu sauter sur la patinoire. Puis Burns avait dit, reste là. Qui attend, il se lèvera.
Et là, t'es en finale de la Coupe Stanley, t'es à Calgary, puis là, tu te lamentes, tu te tords sur le dos, il faut bien que tu te lèves, t'es pas blessé pantoute. Il faisait ça le mieux. Oui. Pour que l'autre prenne une... Et là, j'avais écrit, moi, qu'on sait bien, si c'était appelé Chelly, puis Shaney, puis Corsi, Shane Corson, si ça avait été Chelly, Corsi, oui. puis t'as envoyé quelqu'un. Anglais, là, il a renvoyé quelqu'un. Mais là, c'est le mieux. Qui crève. Mais Burns, il était très fragile là-dessus. Burns, c'est un nom irlandais, puis sa mère était canadienne-française, québécoise. Fait qu'il y avait le sang irlandais puis le sang québécois. Oui. Quand il était fâché. Il était fâché pour vrai. Oui, ça fait que là, le lendemain, là, ça hurle. Puis en plus, il y a une journée de congé. Tu sais, dans la finale, tu as toujours une journée de congé où il n'y a pas de pratique, il n'y a rien. Mais il y a une conférence de presse. Tu as un point de presse. Il reste une chaise. Il est 11 h le matin, mais là, à 11 h le matin à Calgary, à Montréal, il est rendu une heure. Là, tous les journaux, les médias, la radio, le tour de l'Amérique. Un journaliste de Montréal traite Burns de racisme. Là, c'est avec les gants blancs qu'il faut, évidemment. Ben oui. Et là, il reste une chaise de libre juste en avant de Burns. Fait que là, je vais m'asseoir devant lui. Mais honnêtement, je n'ai pas posé de questions. Non. Et là, après le 4e match, donc, je suis banni de l'avion pour des raisons de sécurité. Parce que Burns, il veut te sauter dans la face. Ouais. Et Mimi, qu'on appelait affectueusement la Louve de SS, Serge Savard. Et là, donc, mais là, c'est là que tu vois que les temps ont changé. Hein. Tu te fais pas suer. J'appelle Jean Pagé. Je dis, Jean, veux-tu rentrer voir Lisa Marois plus vite? Dans ce temps-là, il était très en amour. Il dit, oui. Bon, ben, j'ai dit, rentre, prends ma place dans le charter, donne-moi ton billet d'avion. Vous avez switché le billet d'avion. Oui. Le lendemain, je suis rentré sur le nom de Jean Pagé. Mais si, c'était une même, c'était avant les bombes. Oui. Il n'y avait aucune sécurité. Je suis rentré. Et à 3 h, dans le garage de l'ancien forum, Burns est sur une espèce d'estrade. Là, il y a à peu près, je ne sais pas, 150, 200 journalistes. Là, à un moment donné, ça a commencé. Là, je dis, il faut que l'abcès crève tout de suite. Oui. Là, je lève la main. Et là, tout de suite, c'est du grand Pat. Oui, Reg. Comme si rien n'est arrivé. Ah ouais, là, c'était réglé. C'est réglé. Oui, Reg, qu'est-ce qui se passe? Oui, Reg. Quel trio, pareil. Hein? Moi, c'est mon trio préféré, ça. Le mieux, Scrudland McPhee. Wow! Scrudland m'avait fait une déclaration incroyable que j'aurais dû faire la manchette avec ça. Ben, j'étais allé le voir à l'île... Dans ce temps-là, regarde. J'étais allé déjeuner chez lui à l'île des Sœurs. Ça peut être une bonne entrevue facile. C'est vrai, donc. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il m'avait dit, j'ai dit, ouais, mais Screw, vas-tu jouer bien longtemps encore? Il m'avait dit, tant que mes mains vont être capables de me tenir après un autre. Mais il n'est pas payé, il est allé finir avec les Panthers, puis ils ont manqué de gagner la coupe. Fait que ça fait que le 4 juin, donc, c'est l'année de... Ça veut dire que le 4 juin, les Nordiques ont battu après ça. Ils ont battu le Canadien. À moins que je me trompe, ils ont battu un autre club, peut-être Buffalo. Puis après ça, ils sont allés perdre contre les Islanders de New York. 4 games collés. Juin 82. Va te trouver ça. Ou ils ont battu peut-être Philly ou Hartford. En tout cas, ils ont gagné une deuxième série après le Canadien, puis ils se sont fait battre. Je pense qu'ils se sont fait sortir par les Islanders. C'est bon aussi de sortir les vieilles. Parce que, on va dire, ce qu'on a fait, c'est que il y a quelqu'un qui a mis ça, on ne le connaît pas, là, mais quelqu'un qui a mis sur les réseaux sociaux en fin de semaine un palmarès des meilleurs vendeurs de disques en Amérique le 4 juin 82. Et quand on regarde ça, sur 40, il y a 30 albums marquants. Okay? Ah oui, mais la musique des années 80, le rock des années... Zach, là. Ça n'a aucun sens. Zachary, c'est ça qu'il écoute. Hey, il y avait Aldo Nova, mon chum Aldo de Montréal, qui était au numéro 12. Écoute, des gros noms, là. Paul McCartney, Asia, Toto... Écoute, tout était là. Springsteen avait commencé, oui. Regarde, il y avait Joan Jett avec I Love Rock'n'Roll. Là, mais j'ai dit, on s'en va là parce que l'époque d'aujourd'hui est... Tu sais, tu me racontes ça, c'est parce que je fais un lien avec ça. Là.
l'époque d'aujourd'hui est très différente. Tout évolue, puis tout change. On ne peut pas rester dans le passé, je comprends ça, mais je me suis évadé dans les années 80, pas parce qu'on vieillit, parce que j'aimais l'insouciance pas l'âge, l'époque. J'aimais l'insouciance, que tu viens de dire. Il n'y avait pas de patente de bombe. J'ai pu switcher d'avion. Il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Cette insouciance-là qu'on avait, on n'avait peut-être pas grand-chose, on n'avait peut-être pas la diversité de choses à s'amuser puis à consommer qu'on avait aujourd'hui. Non, mais tu avais les Canadiens, les Nordiques, tu avais les expos. Voilà. Tu avais de la lutte, de la boxe, tu avais des téléséries. Non, les téléséries sont arrivées en 86. 86. Mais tu sais, je lisais la TV, presse. Ben oui. La fin de semaine, je lisais Régent, je lisais Michel Blanchard, je lisais Ronald King, Foglia qui était dans le cahier en partant. Tu avais Lisiane Gagnon. Il y avait un paquet de monde, là. Puis on était informés, mais aujourd'hui, c'est trop. C'était une information qui avait eu le temps d'être réfléchie. Oui. Aujourd'hui, c'est trop vite. Il y avait eu une réunion à 4 heures pour passer à travers les gros textes qui iraient en une, puis etc. Puis là, ça fait que, tu viens de le dire, c'est que tout va tellement vite qu'on dirait qu'il y a un concours de dire des affaires. Tu sais, moi, en fin de semaine, j'ai mis le drapeau d'Israël sur mon compte Twitter. C'est pas de la politique. Je fais pas ça. Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été un groupe terroriste d'Israël qui serait rentré dans la bande de Gaza et qui aurait enlevé des enfants puis tué des innocents. J'aurais mis le drapeau palestinien. Ça n'a rien à voir avec la politique, même si j'ai toujours été plus pro-Israël, démocratie, liberté, etc., les valeurs qui nous ressemblent, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais je dis, au moment de ce qui arrive en fin de semaine, c'est pas un statement politique qu'on fait. C'est un statement humain. C'est humain. Moi, leur couleur, leur religion, je suis pas là. Je dis, ouais, mais je t'aime bien, Jeff, mais ça là, tu viens de l'échapper. Hein? Personne ne peut échapper quand tu défends l'humain, peu importe d'où il vient, peu importe avec qui. Premièrement, c'est toutes des affaires politiques. Les humains, on n'est pas mélangés à la politique 24 heures sur 24. Nous autres, je dirais que c'est beaucoup plus religieux, en plus. En plus, c'est ça. En plus, c'est plus religieux que politique, même. Mais au-delà de ça, je veux dire, quand on voit des enfants qui sont enlevés en ce moment, qui sont vivants, qui sont utilisés comme boucliers humains, alors que c'était des kids, puis les 250 qui sont morts dans le rave, tu sais, quand même. Ça faisait longtemps. C'était un bon moment. Je trouve que c'était un bon moment, ça vient de... Oui, c'était un bon moment. C'est encore Georges Larac? Il dit, c'est-tu encore Georges Larac? Souvent, c'est lui. Je pense qu'il n'est pas associé à cette... Je sais pas. En tout cas, c'est juste mon point là-dessus. Puis, je trouve que dans les années 80, quand tu me racontes ça, c'est ça qui est drôle, c'est le côté simple. Puis pourtant, on était informés. Là. Je ne dis pas qu'on était mal informés, mais je veux dire, là, tout devient local. Tout devient des histoires proches de nous, même si c'est à 10 000 km d'ici. Ça fait un peu lourd. C'est pour ça qu'on s'est réfugié vers les années 80 pendant une petite heure pour écouter ce qui se passait. Puis là, regarde, on parlait du Canadien puis de cette époque-là, ben c'est ça que ça fait. Tantôt, Régent cherchait, c'est les Nordiques ont battu Montréal. Après ça, les Nordiques ont battu Boston. Avec un but de... Oui, ça avait fini par une bagarre Terry O'Reilly contre Mario Marois, je pense. Puis après ça, ils se sont fait torcher par les Islanders. En 4, hein? En 4. Puis les Islanders sont arrivés en finale puis ont gagné en 4. Contre Vancouver. OK. Il n'y avait pas de honte. Non, il n'y a pas de honte. Mais il y a la musique a ceci d'extraordinaire. Quand j'écris une télésérie, des fois, pour caractériser un personnage, là, tu remarqueras, Jeff, que la musique que tu as écoutée entre 12 et 20 ans, c'est la musique qui t'accompagne toute ta vie. Oui. Et là, curieusement, j'ai au moins 3-4 exemples de ça. Pas sûr, moi, que Zach, de 12 à 20 ans, que ce qu'il a écouté de 12 à 20 ans va l'accompagner toute sa vie. Non, c'est ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que Très je bien. veux dire. Mais sais-tu quoi que les jeunes, on dirait qu'ils s'en rendent compte de ce qu'on dit là.
On n'a pas l'air d'une gang de vieux bonhommes qui parlent. Les jeunes comprennent parce que les jeunes écoutent maintenant. Tu me disais tantôt que tes enfants, Jerry, sont allés voir Toto avec Journey au centre Vidéotron. Ils ont 30 ans et 27 ans. Quand même spécial. Ils vont voir un groupe. Un groupe des années 80. Un groupe, c'est ça. Carrément. C'est à peu près là. Moi, je trouve qu'il y a eu deux époques. Moi, l'arrivée des Beatles, des Stone Garin, de Peacemaker, puis tous les groupes là, des années 60. C'est eux qui ont tous créé ce qu'on a avec Cream. Le son, l'esprit. C'est tous eux autres qui ont créé ça. C'est eux autres qui ont défoncé les portes. Mais si Zach en a tellement fait jouer dans la maison, là, les années 80, on va dire de quoi, là, c'était solide. C'était solide. C'est ça que. T'écoutes le Born in USA. Je sais qu'il y a un côté assez critique dans les paroles, là. Mais tu sais, Springsteen, t'écoutes ça et tu tabarouette que c'est solide. Ah oui. Oh, oui. En tout cas. Non, mais c'est ça. Ça nous amène. Ça nous amène. Tu sais, des fois, tu dis ça définit un personnage, mais tu sais, je regardais entre autres. Je m'en sers beaucoup, moi. Tu sais, c'est lequel qu'on a vu. La patente de Nike qu'on a vu, je pense qui était un genre de film qui a été fait sur quand ils ont signé Jordan, c'est ça? Bien, tout ce film-là ou cette série-là, la musique, c'est elle qui définit tous les moments importants dans la chaîne d'événements. Tu sais? Donc, puis on l'associe souvent à un paquet d'affaires. Tantôt, on a mis, il y avait Survivor dans la liste. Puis on l'a mis tout de suite sur, Sylvester Stallone, Rocky 3. Rocky 3, c'était avec lequel? C'était celui-là avec Mr. T. C'est ça. Où ce que le coach il a dit, t'es plus bon parce que t'as perdu l'œil du tigre, puis tu vis dans le luxe, puis etc. Donc là, on part, puis regarde, c'est ça que c'est magique. Il y a une série qu'on a faite, peut-être que tu l'as vu, c'est Miséricorde avec Marina. C'est une histoire de religieuse. Marina Orsini qui jouait une jeune religieuse. Et ça partait des années 57, 58 jusqu'en 75. L'histoire, ça a passé à 4. C'était un moyen hit, ça. Mais au lieu de mettre, tu sais, comme on faisait dans les vieux films, là, un calendrier pour montrer les années qui passent, là. Ouais. Je me souviens qu'on avait payé une fortune pour avoir All Shook Up, pour montrer c'est le père des années 57, 58. Puis après ça, on avait payé une autre fortune dans les années 60, 62, 65. Tu sais, paraît pas, si tu veux, quelqu'un, si tu veux, les années 62, 60, tu mets Chubby Checker, Let's Twist Again. Comment ça va coûter? Elvis, ça a coûté Elvis, 30 secondes d'Elvis. À un moment donné, là, je voulais avoir Suspicious Mind, puis c'était vraiment trop cher. Il y a deux gars qui sont tellement chers. On parle de quoi? 30, 35 000 $, vrai? Oui. Elvis puis Frank Sinatra. Ça coûte des fortunes à utiliser leur musique. C'est pour ça que très souvent, tu as un imitateur de Sinatra ou tu as un imitateur d'Elvis dont on sert de Johnny Farrago aurait pu faire une fortune avec nous autres. Fait que, ça coûte encore de l'argent. Les droits coûtent encore de l'argent, mais je veux dire, tu payes moins cher l'artiste. Oui, tu payes les droits sur la toune. OK. Mais tu n'as pas de droit sur l'utilisation de la voix de l'artiste. Ouais. Tu t'en sauves de même. Puis je me rappelle que pour les années 70, là, la modernité, elle mangeait au réfectoire. Puis là, il y a une religieuse qui lisait des bouts d'évangile. Dans sa tête, c'était Lindbergh qui jouait. C'était écœurant, ça. Le réalisateur Jean Baudin avait mixé les oui. deux. Et là, tu sais bien, quand tu entends Lindbergh, tu es en quelle année? Oui, c'est ça. 70. Exact. Les années psychédéliques. Non, ça t'amène carrément dans l'époque. C'est la force de ça. Hey, tu veux-tu parler de sport un peu? Parce que j'ai lu ton texte en fin de semaine. Qu'est-ce qui est arrivé avec Yvon Michel lors de... D'abord, raconte le combat, OK? Raconte le combat, notre Québécois... Entre Bermudez puis Clavel. Exact. Qui est une belle fille en forme, puis qui est une super boxeuse. C'est un combat hyper serré. De ce que j'ai pu comprendre dans ton texte, ça aurait pu être quasiment d'un bord ou de l'autre? Ça aurait pu être... Là, il y a deux juges qui ont donné 96-94 pour Bermudez. Puis un juge qui a donné, lui, 98-92 pour Clavel. Là, je ne sais pas quel combat qu'il a vu, mais ça peut arriver.
Moi, j'avais 96-94 Bermudez. OK. C'est ce que tu as dit dans ton texte. Ouais. T'es arrivé Puis, exactement à ça. Puis, ouais. Mais il y a d'autres, il y a de mes collègues qui avaient 96-94 Clavel. Mhm. Faut que tu considères que les femmes, c'est 10 fois difficile à juger que les hommes. OK. Parce que c'est des rondes de 2 minutes. Ouais. Tu sais, dans la boxe pour masculine, tu as dû remarquer que 80% des chutes au plancher ou des knockouts, ça se fait dans la dernière minute. Exact. Tu sais, le round se bâtit, puis là, il y en a un qui prend le dessus. Puis là, si tu arrives pour Les juger, gars, c'est combien de temps, les gars? 3 minutes. 3 minutes. Grosse Et différence. les femmes, c'est 2 minutes. Ouais. Autrement dit, les deux, ils s'en vont au milieu, puis ça matraque. Et ils sont pas obligés de se donner un rythme, de se ralentir, garder leur énergie. Il y a moins de stratégie parce que ça dure en 2 minutes, ils n'ont pas le temps de. Ça, le bon côté, c'est qu'ils n'ont pas le temps de niaiser. Il faut que ça impressionne les juges tout de suite. Moi, j'avais Bermudez par 96-94. J'en ai d'autres qui avaient 95-95. Mais à 95-95, la championne, elle garde son titre pareil. Et la championne étant? Evelyne Bermudez d'Argentine. Okay. Elle avait 2 ceintures. Okay. Une très belle boxeuse. Ce qui s'est passé, ils ont donné le premier, ils donnent le compte par ordre alphabétique le nom des juges. Le premier juge, 98-92, en faveur de Kim Clavel. Là, le monde, ils se mettent à capoter. Oui. Deuxième juge, Frank Lombardi. Oui. Je pensais à Vince Lombardi. Frank Lombardi, lui, il donne 96-94 pour Bermudez. Là, après ça, il reste le troisième juge. Dans le fin fond, c'est lui que ça va faire la différence. Mais c'est pas vrai, ça. Si c'était appelé Filion, il aurait sorti deuxième avant le L de... Oui. Donc, oui, je comprends. Et lui, donc, il sort 96-94. Là, je ne sais pas si c'est la pression, la pression de la défaite. Est-ce que, sur le plan financier, c'est catastrophique sur le plan financier? Si Kim Clavel devient championne du monde avec 2 ceintures, tu sais, le combat, la revanche, s'il y a une revanche ou le prochain combat, ça devient quasiment automatiquement dans le territoire de la championne, tu comprends? Oui. Alors que là, elle n'a plus de ceinture, elle n'a plus rien. Il faut qu'elle fasse au moins 1 ou 2 combats de tune-up avant de dire qu'elle va avoir une autre chance. Si elle a une autre chance, faire venir la championne d'Argentine, ça coûte des bidous. Oui. Donc là... Donc, c'est catastrophique. Au niveau pour le management et toute la patente, c'est une catastrophe. Mais l'affaire que je veux comprendre, Régent, c'est que le troisième arbitre, c'est un dénommé Roussel. Puis l'organisation ne voulait pas avoir ce gars-là. Mais c'est quoi l'histoire? Parce qu'il a une réputation d'être très honnête. Ouais, c'est pas bien vu, ça. Hein? Ben non. J'ai l'impression qu'un arbitre, c'est un arbitre plus qui est fair, plus qui est arbitre. T'as jamais entendu parler qu'un boxeur qui va se battre avec... Le gars qui va battre Canelo à Las Vegas, il a besoin d'être bon. Parce qu'à Las Vegas, Canelo, il fait toujours le Cinco de Mayo. Oui. La grande fête des Mexicains. Oui. Il amène 50 000 Mexicains de touristes. OK. Fait que les juges, t'as toujours un juge. La madame, elle s'appelle... comment? Elle s'appelle Adeline, je sais pas quoi. Elle, c'est... Tout le monde voit le combat. Mettons, Golovkin 112, puis Canelo 110. Elle voit 116 Canelo, puis 80, 100 pour l'autre. OK. OK? Mais, tu sais, t'as entendu parler dans ta vie de décisions locales? Oui. Ben oui. Bon, ben à Montréal, là, Benoît Roussel, il donne pas de décisions locales. Il donne des scores justes. Oui, Okay. selon le combat que lui a vu. Donc, il doit être bon parce qu'il faisait une formation pour la WBO à Punta Cana cette semaine. Là. C'est quand même bizarre de challenger quelqu'un qui est réputé pour avoir des scores justes. Yvon Michel exigeait qu'il ne soit pas là. C'est comme si c'est le promoteur qui décidait ce que la régie va assigner un combat. Ah oui. Ah non, mais tu sais, la régie, c'est tes taxes, ça, Jerry, là. Ça va te faire plaisir. Moi, t'en parler de ton compte de taxes, moi. Oui. C'est toi qui fais vivre tout ce monde-là, là. C'est la régie des alcools, oui. des courses
il reste à Trois-Rivières, puis des jeux. Puis les jeux, ça inclut donc le gambling puis la boxe. Fait que ça a commencé de même. Mais là, la régie, la madame de la régie, qui en plus est une veuve, que son mari est mort du cancer, là, 7 mois, qui a fait un burn-out. Ça faisait 3 semaines qu'elle était revenue. Elle a dit, mais non, mais Benoît Roussel, c'est un de nos meilleurs juges. C'est vrai qu'il va être là. Et là, déjà sur le ring, il a commencé à gueuler Mme Lécuyer qui était là. Puis après ça, mais là, on rentre dans les sources. Parce que dans le vestiaire où était Mme Lécuyer puis le juge Benoît Roussel qui devait être là, je veux dire, Yvon Michel est rentré là-dedans, mais là, il n'y a pas de journaliste, pas de caméra. Oui. C'est des gens qui sont là-dedans qui l'ont raconté. Comme moi, Jean Douville, je te l'ai déjà conté, Jean Douville, c'est lui qui a mis Yvon dehors, mais pas à la façon dont un policier d'expérience fait. La main sur l'épaule, certaine fermeté, puis bien, on va se parler demain matin. Il l'a mis dehors du vestiaire. Mais qu'est-ce qui s'est, selon les sources, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du vestiaire? Ah, d'abord, il y a un arbitre qui est chauve comme Benoît Roussel. Yvon était tellement fâché qu'il s'est mis à l'engueuler. Ben là, on disait, hey, tu te trompes, là, c'est pas moi, Benoît. Là, il a vu Sylvie Lécuyer, Mme Lécuyer. Là, il s'est mis à l'engueuler. Et c'est là que Jean Douville l'a mis la main sur l'épaule. Puis en même temps, ils ont empêché Stéphane Larouche de rentrer lui aussi. Stéphane Larouche, c'est le colonel Parker de Kim Clavel. OK. Puis l'entraîneur de Kim Clavel, c'est Daniel Bouchard de Chicoutimi. Puis Daniel Bouchard, c'est l'épouse de Stéphane Larouche, le gérant. As-tu une idée? Ouais. Stéphane Larouche. Hein? OK, oui. Oui. Fait que là, il y a eu la conférence de presse où on n'aurait pas été obligé de savoir ce qui s'était passé, que c'était injustifiable. En conférence de presse, on ne voulait pas avoir ce juge-là, puis ce juge-là. On a des statistiques sur ce juge-là. Tu sais, les méthodes mafieuses. Là. Puis Kim Clavel, qui est, mettons qu'elle a beurré, elle aussi, là. Le combat est disputé chez nous. Puis Yvon Michel a investi pour que le combat soit chez nous. Puis on a un juge de chez nous qui n'a pas supporté le boxeur de chez nous. Ouais. Hey, c'est bizarre, là. Ben voyons donc. Tabarnache. Et là, mais comment est-ce Martin Leclerc de Radio-Canada. Oui. Mon ami Martin, il est en congé, lui. Son beau-père est mort vendredi à Radio-Canada. Et sa mère est morte 79 jours avant la mort du beau-père. Bon. Il est en congé. Dimanche matin, quelqu'un qui l'appelle. Martin, j'ai une calvaise d'histoire à te conter. Quelqu'un qui était là? Oui. Quelqu'un qui était dans le vestiaire? Moi, j'ai fait les combines. Là, je sais qui a joué dans telle place, dans le monde, au baseball. Puis facile à savoir qui c'est qui a appelé. Mais c'est pas moi qui vais aller dévoiler la source d'un collègue. Non. Puis je t'ai... off the record, je t'ai dévoilé une source que tu connais très bien toi aussi. Oui. Bon, mais c'est des années, c'est des dizaines d'années de métier qui font que... On finit par connaître plein de monde. C'est ça les sources. Ben oui. Fait que, j'ai écrit au conditionnel, mais mettons, depuis ce temps-là, j'ai eu la confirmation. Mais pendant que tout ça se passait, il y a un membre de la régie, un inspecteur de la régie qui était dans le vestiaire de la championne. Oui. Parce que là, les boxeurs qui paye la championne? Le promoteur. Le promoteur. Et le promoteur est? Yvon Michel. Si bol. En cash. Il faut qu'il paye la championne en cash. Oui, parce qu'elle prend l'avion le lendemain. Elle n'ira pas à la banque à 7 h le matin à Montréal pour changer ça. Puis si elle va... ça se rend en Argentine, puis qu'elle va déposer le lundi, mardi, puis qu'il y a des problèmes. À Montréal, il n'y aura pas de problème parce que la régie contrôle. Oui. Mais là, l'inspecteur, lui, attend. Il n'y a personne de groupe Yvon Michel qui vient donner l'enveloppe avec le cash. Parce que la régie check si le boxeur est bien payé. Parce que, selon toutes les sources, Alexandra Croft, l'associée, c'est elle qui gère l'argent.
Elle était dehors dans le parking, elle. Elle se calmait. Puis elle a vu sortir Benoît Roussel. Parce que quand ils ont vu que ça brassait dans le vestiaire, la régie, ils ont mandaté 2 agents de sécurité. C'est comme des films. Ben voyons. 2 agents de sécurité pour escorter Benoît Roussel à son auto. Tabarnache. Fait que là, je ne rentrerai pas dans les histoires. As-tu été payé, la championne? Oui. Le lendemain, le groupe Jim a envoyé les reçus, les preuves que l'argent avait finalement été payé probablement le dimanche matin. OK. Mais là, tu as eu un passé récemment avec Yvon, Michel. Ouais. Puis ton texte, je voyais que c'était quand même assez... Il n'y a pas de référence à ça, rien. Là, ils vont dire, Régent, il est en guerre contre Yvon Michel. Yvon, là, c'est quoi qui se passe, ça? C'est quoi entre le Yvon Michel qu'on a connu avec Stéphane, puis que... C'est quoi qui arrive à Yvon Michel? On dirait qu'on entend parler de lui moins en bien qu'avant. Là. Y a-tu des affaires qui se passent? Y a-tu des problèmes financiers? C'est quoi, là? Yvon Michel, sur le plan économique, il est dans une situation difficile. Parce que il y a Kim Clavel, Marie-Pierre Roule, regarde. Marie-Pierre Roule, là, ils ont donné la victoire contre la Mexicaine. Entre toi et puis moi, là, on va dire que sur 8 rondes, mais tu sais, personne ne va dire un mot, c'est correct. Oui. Ça aurait pu être un nul, mais c'est ça la boxe, c'est juger la boxe. Puis by the way, là, moi j'ai appris à me fermer la gueule là-dessus. Parce que 90% des combats de boxe que j'ai couverts sur la planète, pendant le combat, j'avais toujours une minute que j'arrangeais un texte, que je checkais au téléphone si mon texte était bien rentré. Que je vérifiais voir si telle déclaration était rendue à la presse ou au Journal de Montréal. C'est très rare que j'ai pu dire je prends 3 minutes. Puis même là, le 3 minutes, je suis pas à la place du juge qui, lui, a une chaise spéciale collée sur le ring. Mm-hmm. Puis qui est entraîné à être concentré pendant 3 minutes. Exact. Fait que Yvon Michel, il était avec M. Mollet dans le temps de Interbox, avec Éric Lucas puis tout ça. Évidemment que le financier, c'était M. Mollet. Après ça, il a fondé son entreprise et il s'est associé avec Al Heyman. Tu te rappelles, Al Heyman a fondé PBC, puis c'était fort, c'était gros, mais a donné Stevenson. Moi, j'ai connu ça, des combats de boxe, des gros combats de boxe au Colisée de Québec. Et avant le centre Vidéotron, au Colisée de Québec, des shows de PBC qui avaient 17 camions de CBS, la TV, puis que tout était payé par Al Heyman, puis que les promoteurs, ils cherchaient du monde de donner étiquette pour avoir 5000 personnes pour être sûr que ça ferait une bonne image à la TV. Tu comprends? Oui, très bien. Mais l'argent rentrait. Oui. Quand Al Heyman puis PBC, ça est devenu plus difficile, là, il est obligé de rouler lui-même. Et objectivement, là, c'est évident que c'est pas évident. C'est difficile. Puis, il y avait un 3e partenaire avec le groupe Jim, Dino Marchitello. Sa famille, Dino, lui, c'est les restaurants Houston. Oui. Ils ont 50% du Beach Club. Oui. Mais là, ils sont plus dans le groupe Jim. OK. Fait que, ça veut dire qu'une défaite a des conséquences terribles. Tu sais, Camille et Stéphane, là, Mary Spencer a perdu à Shawinigan le 16 décembre. Mais les conséquences sur Eye of the Tiger, ils ont 22-23 boxeurs sous contrat. C'est ça. Il y en a 2 qui vont se battre. D'ailleurs, on va faire une émission en direct d'Arabie Saoudite, parce que je m'en vais là. Moi. Là? Moi, être là mardi le 24. Oh, yeah. Va falloir ajuster nos montres. C'est un bon temps. Hey, gérer le décalage horaire, Riyad puis Québec, c'est quoi? C'est 8 heures? Hey, moi, je trouve ça extraordinaire de faire de la radio avec toi. On a une commande. Jerry, check donc ça. Oui, Jerry, je suis là pour ça. Jerry, check tout. Non, après ça, sauf qu'il a accueilli les Stachny, puis c'est un fan du Canadien. C'est vrai. C'est très fort. C'est très, très fort. Non, c'est très fort. Hey, d'ailleurs, en parlant de ça, juste pour finir, tu as vu, toi qui as suivi longtemps la F1, tu as vu en fin de semaine qu'on aurait pu voir des affaires terribles. C'est-à-dire que, en raison de la piste qui était refaite,
la FIA a donné 3 sets de pneus avec des fenêtres pour changer les pneus parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des pilotes qui étirent les pneus pour qu'il y ait des conséquences graves. Pour pas que la gomme arrache. Exact. Mais à cause de ça, vu qu'il y avait 3 arrêts, c'était 3 arrêts, en tout cas 3 pneus, les gars, pendant 57 3 sets, tours... ça veut dire 2 pneus. 3, c'est ça. 3 sets, ça veut dire 2 arrêts. 2 arrêts. Donc, 3 sets, 2 arrêts. À cause de ça, les pilotes avaient entre les mains une voiture où il n'y avait pas à soucier de la dégradation des pneus. Donc, c'était comme si c'était des tours de qualif. Il faisait 50 degrés à l'intérieur du cockpit. Des joueurs, des pilotes, ce qu'on a vu, c'est que Lance Stroll, en pleine ligne droite à 325 km/h, sa main est tombée et sa tête serait tombée par en avant. Et donc, il aurait perdu, il serait devenu inconscient pendant quelques secondes. Non, une fraction de seconde, c'est assez pour te tuer. Assez pour te tuer. Même chose pour Ocon, qui a vomi 2 fois. D'autres ont été obligés, Alex Albon a été obligé d'être sorti par son équipe de la voiture à la fin de la course. En tout cas, regarde, je sais que les conditions étaient spéciales, là. C'était en soirée, mais il n'y avait aucune air, le vent était comme tombé. Mais je veux dire, la FIA va devoir regarder ça. Les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup trop rapides et beaucoup trop dures pour que les pilotes puissent piloter dans des conditions de même. Il va falloir et tous les pilotes sont pareils. Hein? Tu sais que sont pesés avant de partir et à l'arrivée. Oui. Fait que, ils veulent pas trop mettre pas trop de litres d'eau, pour que la voiture soit quand même le plus légère. Mais c'est pour ça. Pourquoi tu penses qu'ils pissent puis ils s'arrangent pour que la piste reste dans la voiture ou dans la combinaison? Oui. Pour pas arriver qu'ils ont pissé 4 litres d'eau. Exact. Non. Mais imagine-toi les conditions. Moi, j'ai connu Jacques Villeneuve en Argentine. Je dirais, en Argentine, c'est quoi, de 97 la dernière fois? À Buenos Aires, Jacques Villeneuve. Oui, Jerry. Pitonne. C'est 7 heures. Bon, c'est 7 heures. Oui, c'est la première réponse. À Riyad. Parfait. Riyad, c'est 7 heures. By the way, il fait 38 le jour. C'est pas pire, c'est correct. C'est correct, oui. Oui, c'est correct. Ouais. Mais c'était un peu long comme temps de réponse, trouves-tu? Oui. Mais Jacques Villeneuve à Buenos Aires, lui, il était allé à Bahia, au Brésil, en vacances une semaine avant de s'en aller au Grand Prix du Brésil. Puis je sais pas ce qu'il avait mangé, mais il était arrivé là avec une chiasse. Et quand il était sorti de la voiture, la F1, même là, ça a changé. Nous autres, le char arrêtait, on était là. Oui. Pour avoir les premières réactions. Il était sorti, il m'a dit de quoi? La combinaison, là, c'est ça. 2 heures de piste, puis 2 heures de chiasse, puis la sueur. Dans son char. Oui! Non, dans sa combine. Dans sa soupe. Wow! C'est 97, Régent. 97, c'est ça. Wow! Ah non, c'est incroyable. Mais en tout cas, je vais te dire de quoi. Moi, j'ai écouté la course en fin de semaine, puis je voyais que c'était extrêmement rapide, extrêmement vite. De savoir que les gars étaient en train d'essayer de quasiment survivre dans la voiture, c'est incroyable ce qu'on leur demande. C'est incroyable. Hey, c'est quelle place au Texas que Patrick Carpentier perdait connaissance? C'est au Texas Motor Speedway. Texas Motor Speedway en banlieue de Dallas à cause de l'inclinaison de l'ovale. Oui. Ouais. Les forgés étaient tellement puissants qu'à chaque tour, ils perdaient conscience pendant une demi-seconde. Oui. Ben moi, j'ai monté cette piste-là et dans les bouts. Oui, parce que j'ai été dans un festival rock au Texas Motor Speedway il y a plusieurs années. Et j'ai dit à mon chum Yves Landry, qui est un maniaque de char, j'ai dit, garde l'autobus, c'est de la misère à passer, il faut qu'il descende en bas, on va aller le monter. Et c'était comme un mur. Donc, il fallait que tu montes sur les genoux pour être capable de te rendre au mur en haut. Il faut que tu rentres là-dedans. Je pense qu'il faut que tu rentres à 80 000, c'est-à-dire 130 km, pour être sûr qu'elle va coller. Oui. Ah, mais eux autres, ils rentraient à 300, 325, 330, là. Ah non, c'était fou, là. À Vegas, c'est le 22, la prochaine course, là? Oui. États-Unis? On n'est pas au Texas? Okay. Avant? On n'est pas à Austin, Texas? C'était Austin avant. OK, je pensais que c'était... si c'est aussi chaud au Texas que ce l'est en Floride. C'est au Texas, c'est vrai. Ouais. Ben, Austin, là... Il peut faire chaud. Oui, mais il peut faire 30, il peut faire 22 aussi. Ouais. Le golf, en tout cas, il y a un peu d'air des fois. Oui, dépendamment de... À ce temps-ci, tu peux tomber d'une bonne semaine. Mais une chose est sûre, c'est que là, il va y avoir une nouvelle manière de procéder parce que... Écoute, hey, tu vois tout ça, là?
Deux, trois affaires qui arrivent, là, des gars qui portent connaissance. Tu sais, en F-18, Denis nous le disait, pilote de chasse, il dit, si tu fais pas attention, facile, là. Tu peux frôler l'inconscience. Quand j'ai fait la route 66 avec Michel Barrette avec nous autres, oui. Michel, évidemment, c'est Michel Barrette, là. Penses-tu qu'il va rouler, faire la route 66 avec un pare-brise? C'est sûr que non. Son Harley n'avait pas de pare-brise. Puis là, sauf que quand il fait 122 degrés Fahrenheit, ça fait quoi, ça, 41? Oui. Bon, 42. Il faisait 122. J'ai photographié. Ah, il faisait 40, 45, 45. 122. Bon, 122 degrés Fahrenheit. Et lui, il roulait. Mais quand tu n'as pas de pare-brise, ça fait comme un four à convection. Oui. À un moment donné, on le voit zigzaguer en avant parce qu'il était souvent en avant parce qu'il connaissait la route. Il l'avait déjà fait 7-8 fois. On est parti avec Ronald Brière. On l'a rattrapé chacun un à droite, un à gauche. Là, on y hurlait parce que la tête y partait. Oui. On a arrêté tout de suite. On a fini par le... réveille-toi. Là. Oui, déshydraté, en train d'échapper. Ouais. Il était en train de perdre connaissance en avant parce qu'il était mal organisé. Il n'avait pas de... La pare-brise te protège un peu de la chaleur, ça te tue moins. Exact. Mais j'imagine, à 50 degrés, aïe aïe. Ah non, c'est malade. Hey, merci, Reg. On a pris trop de temps pour toi. Donc, t'es très généreux. Non, c'est toi. T'es très, très, très généreux, mais on avait des belles histoires à raconter. Bonne semaine, puis tu vas être là la semaine prochaine à Riyad? Non, l'autre semaine. Je pars le 21. OK. Bon, on se reparle la semaine prochaine. Merci, Régent. Salut, bye. Bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. L'an passé, on a découvert quelque chose de le fun parce que, moi, dans le temps, quand j'étais jeune, j'ai déjà dit, on vendait des billets pour gagner un bœuf. Il y avait des bouts moins le fun un peu. Vendre des gommes ou vendre des barres de chocolat que tout le monde vendait, c'était un peu plus tough. Pour les organisations qui veulent financer les écoles, les équipes sportives, votre troupe de danse, votre club de cheer, votre équipe sportive. On l'avait fait l'année passée. On avait jasé de ce que fait les gens de Pâtisserie Michaud. Puis, on avait trouvé ça génial parce que vous pouvez maintenant vendre des gâteaux. Oui. Et la beauté, c'est que c'est simple. Il y a... on fait tout via le web aujourd'hui. Bien, on peut financer nos organisations via le web. Puis en plus, les gens qui vous donnent l'argent pour avoir un petit cadeau en retour et aider votre équipe de sport ou votre école, ben, il y a une maudite bonne bûche. Donc ça veut dire que tout le monde est vraiment gagnant. On est avec Mario Michaud qui est là, Max qui est avec nous. Max, tu n'étais pas en onde l'autre fois. On est venu... Tu es venu faire un message, mais on n'a pas fait d'entrevue en onde. Hein? Non, pas d'entrevue. Des fois, tu comprends, j'ai un peu mêlé. Max, bienvenue de Pâtisserie Michaud et de la célèbre famille. Mario, comment tu vas? Ça va très bien. Es-tu en forme, mon ami Mario? Oui. Donc, j'imagine que tu es dans la chasse par-dessus la tête en ce moment-là. Non, je ne suis pas allé à la chasse en fin de semaine. Tu n'es pas allé à la chasse? Je suis en train de finaliser la construction de mon chalet, fait que j'ai fait de la menuiserie. J'ai passé le week-end toute seule pendant 4 jours dans le bois. Ça fait du bien. Ouais, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais. On va parler d'entreprise tantôt, mais avant, parlons de ce que je viens de jaser. Cette idée de génie que vous avez eue, quoi, ça fait quoi? C'est-tu la 3e année, 4e année? 17e édition des campagnes de financement Michaud. OK, wow! OK, mais via le web, de cette manière-là, ça fait que ça a évolué. Le web, c'est 4e année. 4e année? Est-ce que ça, c'est un game changer? Oui. Le web? Parce que tout est plus simple. Tout est plus simple, puis même pour nous, parce que avant, ça se ramassait papier, les commandes. Oui. Puis tout le monde arrivait vers le 7 de décembre avec leurs commandes. Ouais. Puis là, tu avais des surprises. Là, finalement, il y a un papier qui traînait quelque part à terre. Puis là, la gang, on rentre en fin de semaine, il faut faire les bûches. Là. Puis c'était fou raide. Là. C'était plus travaillable. Écoute, rendu à 150 000 bûches de campagne. Tu ne peux pas fabriquer ça en 2 jours. Il faut avoir les ingrédients, il faut avoir tout le... Puis il y a quand même des procédés, la cuisson et tout. Fait que c'était plus travaillable. Puis l'autre affaire, c'est que tout le monde arrivait avec un sac brun avec de l'argent, puis il fallait démêler ça, puis ça
Ça venait assez stressant. Il y avait de la gestion autour de ça. Oui, c'est ça. Oui. Vous ne faites pas 30 bûches, là, vous en faites des centaines de milliers. Là, donc, le web, Max, raconte un peu comment ça marche pour les organisations qui veulent distribuer vos produits. En fait, c'est les produits qui sont maintenant à eux, dans le sens que l'équipe dit, regarde, moi, j'ai des bûches de chez Pâtisserie Michaud. On envoie ça sur le web, on met ça sur Facebook. Les gens commandent. Puis après ça, l'organisation reçoit ça par vous. Comment ça marche? Absolument. Ben, là, c'est très simple. D'abord, on va sur pâtisseriemichaud.com, section campagne de financement, et on nous envoie le formulaire d'inscription. Après ça, nous, évidemment, on va évaluer si l'organisme, l'équipe de hockey, l'école, c'est crédible. On veut éviter d'avoir des gens qui vont vouloir financer eux-mêmes un projet. Une équipe de hockey qui n'existe pas. Oui, un Jerry l'aubergiste qui veut se financer 4-5 caisses de vin, on veut éviter ça. Exactement. Ça, c'est très, très bon. Là. Je suis content de l'entendre. Une fois qu'on a passé le test, on fait le screening, on vous autorise, et puis là, on crée une plateforme de vente en ligne. C'est une boutique en ligne carrément personnalisée pour l'organisme. Puis ensuite de ça, tout est en ligne, donc les gens peuvent partager le lien, puis carrément partager ça à leur entourage, leurs voisins, leurs familles. Sur les réseaux sociaux et tout. Réseaux sociaux, absolument. Puis chaque organisme a sa boutique. Les gens font leur achat de bûches par carte de crédit, pas d'argent comptant. C'est simple, tout est en ligne, simple, rapide. Est-ce que tu as accès à combien de produits? Mettons que ma boutique, là, j'ai un organisme. Est-ce que je suis pogné avec 3-4 ou je peux avoir plein de produits? On a 4 produits qui sont disponibles. C'est les 4 bûches. Les 4 bûches. OK, parfait. On a nos classiques. Donc, on a la bûche fudge, un grand classique, le sucre à la crème, la bûche framboisier, puis on a la bûche à marteau aussi. La bûche à marteau, oui. La faut pas l'oublier. Ouais, absolument. Puis une des beautés de notre plateforme aussi, c'est qu'elle est faite sur mesure pour des organismes comme une équipe de hockey. Prenons l'exemple d'une équipe de hockey où il y a une vingtaine de jeunes qui vont participer à la campagne de financement. Bien, chacun des joueurs peut créer sa propre sous-boutique en son nom. Et puis, c'est ça qu'ils vont partager. Fait que les jeunes de l'équipe peuvent se compétitionner, se challenger, qui vend le plus. Et puis, fait que c'est ça donne beaucoup de flexibilité. Et une fois que la campagne est terminée, vous produisez les bûches, OK? Puis l'organisation vient les chercher ou vous les livrez? Comment ça fonctionne? On a 2 options. Il y a soit directement qu'on appelle pas le pick-up, mais comment on appelle ça? L'accueillette. L'accueillette à la pâtisserie. Donc, les samedis, à partir de la mi-novembre jusqu'à mi-décembre, pour plusieurs samedis, on ouvre la pâtisserie. Les gens viennent récupérer leurs bûches et les distribuer à tous ceux qui ont acheté une bûche. Ou encore là, on peut faire de la livraison. Pour ceux qui sont plus loin, ailleurs, en dehors de la grande région de Québec. Mais ultimement, à la fin, c'est les gens qui ont vendu qui vont s'occuper de donner les bûches aux gens qui les ont achetées. Absolument. OK, c'est ça. Donc, ce bout-là est très important. Question d'un gars qui est d'organisation. Est-ce que, mettons, je vends la bûche, je ne sais pas le prix, là, mettons... Mais vous autres, vous suggérez un prix pour la vente. Là. C'est ce que je vois sur le site. C'est ça, exact. Tu as la bûche à marteau qui est un peu particulière, puis tu as les autres bûches. Oui, absolument. Nous, on suggère un prix de vente à 25 $ la bûche. Oui, c'est ça. Puis un organisme va payer 18, fait qu'il y a un profit. Ils vont générer un profit. Bon, okay, donc, je voulais savoir si tu allais le dire publiquement. C'est 7 $ par bûche. Absolument. Donc, tu peux monter de l'argent assez vite. Là. Oui. Ça va très vite. C'est très payant. C'est facile, c'est payant. C'est très payant. Il n'y a pas grand-chose de plus payant que ça. Là, dans les patentes pour ramasser de l'argent, là. Effectivement. Puis tout le monde a besoin d'une bûche à Noël, fait que ça se vend tout seul. Là. Puis, entre toi puis moi, 25$ pour une bûche, c'est bon, on est dans un prix pas mal. Là. Il y a 3-4 ans, on aurait capoté. Mais aujourd'hui, c'est rendu la norme. C'est ça, c'est rendu la norme. Qu'est-ce qui fait, Mario, que c'est de toute l'industrie de la bouffe, qu'est-ce que tu as vu de changer au cours des dernières années? C'est sûr, tu as du beurre dans tes gâteaux. Tu ne mets pas du shortening, tu mets du beurre. Donc, en partant, c'est une de tes choses qui est probablement la plus dispendieuse. Qu'est-ce que tu as vu comme changement, comme probablement que depuis que vous avez la pâtisserie, que vous avez probablement jamais vu depuis que vous êtes en business? Bien, les hausses spectaculaires de prix, comme tu parles, le beurre, l'huile végétale. L'huile végétale, c'est ce qui est arrivé? Ça n'a pas de bon sens. Puis on a frappé jusqu'à 4 $ le litre. Là. Oui. Puis là, ça se calme-tu un peu, là, ça, l'huile? Ça redescend pas vite, mais pas vite. C'est ça. Mais les emballages aussi, c'était rendu compliqué. Il fallait commander presque 1 an d'avance pour être sûr d'avoir notre stock. Le carton, d'habitude, on achetait des caisses. On appelait, puis ça prend 48 heures, c'était chez nous. Oui. Là, il faut donner des forecasts de 3 mois, des fois 6 mois. Wow! C'est spécial. Là. Tout est rendu... fait que il a fallu revoir aussi notre listing de produits. J'avais au-dessus de 110 produits, 110 kilos. Quand même. On a baissé ça à 35. Okay. On a gardé les gros produits les plus profitables, les plus populaires pour éliminer les produits qui nous mettaient un peu du sable dans l'engrenage. Ouais. Puis,
Écoute, durant la COVID, on a été même reconnu comme une des pâtisseries fournisseurs pour la restauration puis le détail qu'on n'a pas eu de BO, nous autres. Non. Parce qu'on a focusé sur les produits qui se vendaient bien. Oui. On a prévu le coût avec les emballages et tout. Fait que les 2 années, on nous ont permis de tout mettre en place pour que nos clients soient satisfaits. Main-d'œuvre. Là, je sais que vous avez beaucoup de main-d'œuvre extérieure. Oui, main-d'œuvre, je dirais, à 50 on a des immigrants, on a des Philippins, on a des Colombiens. Est-ce que c'est dur, là, juste l'intégration, les langues, le fait que, bon, souvent, ils arrivent avec un peu démunis, ils n'ont pas eu bien de formation dans leur vie, donc ils doivent apprendre des choses. Parce que vos recettes, là, c'est pas. Tu ne peux pas mélanger dans la recette. Là. Si tu veux faire un gâteau comme on le veut, il faut on faut faire la recette comme du monde. Mais ils sont surprenants à voir comment ils peuvent s'adapter rapidement. Ils viennent ici, eux autres, contrairement aux Québécois ou le monde en Amérique du Nord, ils arrivent avec des rêves. Oui. Puis c'est tout de suite, dans la première heure, tu le sens qu'ils ont des rêves. Puis ils veulent performer, puis ils veulent que ça fonctionne. Puis ils trouvent, on travaille avec des iPads, il y a du visuel aussi. Ouais. On a adapté pour que ça aille bien, pour qu'ils suivent les recettes, puis que ça fonctionne bien. Mais les Philippins, entre autres, là, on leur a montré une demi-heure certaines applications, puis fonctionner les équipements, puis on n'a jamais eu besoin d'avoir une autre formation. Là. Ils catchent tout de suite. OK. Puis ils veulent performer. Ça, c'est c'est des gens aussi qui nous ramènent à la base. Là, ouais. Il y en a un là, chez nous, ça fait 9 ans qu'il n'a pas vu ses enfants. Là. Il a 40 ans, lui. Là. Puis il était en Corée du Sud 7 ans de temps avant d'arriver ici. Puis là, il est chez nous. Puis il ne pleure pas à Noël. Il est de bonne humeur tout le temps pareil. Puis il voit ses enfants. Il envoie de l'argent à sa famille. Ouais. Wow. C'est beau à voir. Là. Ouais. Ils sont courageux. Mais est-ce que le côté robotique commence à être installé dans des entreprises comme la vôtre parce que vous avez énormément de volume? Les gens, tu sais, des fois, on regarde ça. Pâtisserie Michaud font des gâteaux, font du sont bons. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'idée la quantité de gâteaux qu'ils font. Là. Est-ce que, tu sais, je sais que les compagnies comme les biscuits Leclerc se servent de plus en plus de robots. Est-ce que vous êtes rendu dans ces affaires-là maintenant? Moi, le premier robot, on l'a eu, ça fait 4 ans. Là, on est en train d'en racheter d'autres. Là, avec la COVID, ça a été très difficile. On pensait à nos systèmes, à les robots qu'on veut et tout ça, mais on n'avait pas accès tout le temps à l'équipement. Oui, à cause des chips et toute la patente. Oui, là, ça commence à revenir. Puis dans la prochaine année, j'en ai quelques-uns qui vont être réinstallés là, pour aider à la production. Oui, OK. C'est surtout pour faire les jobs qui n'ont pas de valeur ajoutée ou qui, à long terme, peuvent blesser les employés. Là, faire trop répétitif. Toutes les affaires, toujours la même chose. Le plus possible pour que ça puisse se faire automatique. Puis au début, ils trouvaient ça un peu épeurant, les employés, mais là, ils commencent à aimer ces technologies-là. Oui, ils commencent à aimer ça. Et par rapport à ce que vous êtes parti, là, c'est ta mère? Oui. Ta mère a commencé ça quelle année? En 83. 83, dans la cuisine chez eux? Oui. OK. Quand elle a commencé, elle faisait des... Ta mère est encore en vie? Non, elle est décédée, ça fait 7 ans. OK. Décédée jeune, elle avait 67 ans. Quand même, comme mon père, même âge. Fait que mon père est encore vivant, là. Okay. 78 ans. On travaille ensemble aussi dans l'organisation. Viens-tu rôder un peu encore dans l'entreprise de temps en temps? Oui, il vient faire son tour. Il vient checker un peu. Il me pose des questions le soir. Mais même, ça fait 30 ans, moi, que j'ai pris le contrôle. Ouais. Eux autres, c'était plus une boutique de quartier là, à Saint-Émile. Puis moi, je voulais faire du gros. Fait que j'ai parti à la division de gros, puis on a élaboré ça. Ouais. Mais c'est certain que la base de tout ça, c'était de faire des produits qui goûtent maison, des produits qui vont créer des émotions. Moi, quand je t'ai connu, je l'ai dit à Max une fois, quand je t'ai connu, on était manger avec Yann à Cabane là-bas. Ouais, puis tu me dis, Jeff, moi, jamais j'enlèverai le beurre de mes gâteaux. Je me rappelle comme c'était hier. Tu me dis, ce sera toujours du beurre. Il y a des gâteaux corrects au goût, mais du shortening, c'est du shortening. C'est pas du beurre. Ça, tu y tiens mordicus. Ah oui. La crème, le sirop d'érable, tous ces produits-là, moi, c'est trop important. Même avec les hausses de prix qu'on vient de vivre, j'ai dit, on ne baissera pas notre qualité. J'aime mieux vendre moins. Puis ceux qui vont vouloir vraiment avoir quelque chose de bon et qui aiment notre produit, vont l'acheter quand même. Ouais. Tu peux penser un peu à mon chum Jerry quand tu faisais pizza Jerry spécial. C'est ça que tu disais, hein? Ah oui. Tu disais, il ne faut jamais couper dans la quantité, dans la qualité. C'est mon père. Ton père disait ça. Jamais. Jamais. Mais tu sais, on parle... Tu sais, nous, on est Québécois, là. Quand on est Québécois, on veut du sirop d'érable. Oui. Et si tu as la bûche, ceux qui a la crème, on s'entend-tu que d'autres, on est exigeants. Là? Oui. Parce qu'on ne veut pas se faire passer d'autres choses. C'est
C'est ça. Le monde veut payer pour quelque chose d'extraordinaire. Quand c'est extraordinaire, le monde paye. C'est même pour voir ça. C'est-tu comme ça que tu le vois aussi, Mario? Ah oui, c'est comme ça. Ouais. Puis si tu joues sur la qualité, c'est le début de la fin. Ah, c'est fini. Ouais, si tu fais marcher la roue par en arrière pour essayer de sauver, t'es mort. Ouais, t'es mort. T'es mort. Donc, il faut toujours, même dans les tempêtes, il est arrivé des tempêtes, là, l'histoire de la COVID, tu l'as dit, l'histoire de la COVID, tous les problèmes d'approvisionnement, etc., il y en a eu, mais il faut toujours que tu aies par en avant. Toujours. Ben, c'est la base de l'entreprise, puis je serais mal à l'aise de me mettre à reculer. Si un jour je fais ça, venez me donner des pilules, faites quelque chose, parce que ça marche pas. Non. Je me ferais pas passer d'autre chose que du sirop d'érable. Non. Puis il y a des restaurants, des fois, assez à Québec, haut de gamme, comme on dit, oui. ils te servent un sirop de table, puis je reviens pas. Change-moi 5 piastres de plus, mais arrive-moi avec du vrai. Du vrai sirop. Ben oui. Sinon, t'es au Québec. Oui, on est au Québec. T'es au Québec. Tu vas avoir autre chose que du bon sirop d'érable. C'est incroyable. Max, depuis que ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ouais. Comment t'es arrivé là? Tu me l'as dit un peu l'autre fois. Comment c'est arrivé ton histoire avec... Il y a un programme, on a une subvention. C'est un programme d'aide, sortait de prison. Lui, il est mal commode. Lui, il est bien mal commode. La réinsertion. Mais raconte un peu comment tu t'es ramassé chez Pâtisserie Michaud. Écoute, concours de circonstances, moi j'ai travaillé dans l'alimentation pas mal toute ma carrière. J'ai été chez Molson, j'ai été chez Lassonde, dans une grande compagnie. Oui, t'as travaillé avec George. J'ai travaillé avec George de Molson. Donc, t'as appris avec les bons gars. J'ai appris à la dure. Oui. Mais, avec les vrais de vrai, en tout cas. Avec les vrais de vrai. Puis après une dizaine d'années là-dedans, je suis allé aider ma blonde qui avait un projet entrepreneurial. Ma blonde, mon beau-père, j'ai fait une couple d'années pour les aider à se décoller à partir de ça. Puis à un moment donné, je voulais séparer famille et travail. Fait que je me suis toujours retourné dans l'alimentation, dans le food. J'avais toujours navigué là-dedans. Puis je suis tombé par hasard. On s'est tombé par hasard sur Mario puis sur Pâtisserie Michaud. Puis ça a cliqué tout de suite. On s'est rencontrés, moi et Mario. Puis ça a été... Quasiment un coup de foudre. Quasiment un coup de foudre. Qui fait les deals quand vous êtes, mettons, vous avez un deal avec... Comment ça fonctionne? Tu sais, mettons, des gros joueurs. Vous faites des gâteaux, vous faites le brownies de M&M. M&M, faut dire, au Canada anglais, les Canadiens anglais ne font pas de la bouffe comme nous autres on en fait. Les Canadiens anglais aiment acheter congelé énormément et M&M au Canada, c'est très, très populaire. Il y en a encore ici dans la région de Québec, je pense, mais c'est au Canada anglais très populaire. Qui fait ça? C'est-tu toi, Mario? Y a-tu quelqu'un? Comment ça marche quand on va s'asseoir avec des gros joueurs de même? Encore, si vous faites quelque chose en sous-traitance pour l'eau blase ou quoi. Comment ça marche? Bien, quand il y a des choses comme ça, je participe, là, des fois, les premières réunions, mais j'aime bien laisser comme là. C'est Maxime, qui est le directeur des ventes maintenant. C'est lui qui, je passe la POC, puis il s'en occupe. Mais j'aime bien connaître les clients puis sélectionner si on va faire affaire avec. Oui. Je prends pas n'importe qui, puis demain matin, OK, un nouveau client, on saute dessus. Dans le passé, j'ai appris qu'il faut sélectionner aussi pour voir si ça fit avec nous autres. Oui. Si qu'on va travailler ensemble, on va avoir du plaisir des deux côtés. Puis, M&M, c'est un super bon partenaire. Très bon client, ben oui. C'est un travail de développement sur le produit, sur le gâteau. Les autres, naturellement, sont impliqués dans le développement de la recette. Ils veulent avoir un produit de qualité, ils vont regarder les ingrédients, on va envoyer des échantillons. T'sais, on entend souvent ça, que ces chaînes-là, ces grands joueurs-là, ils ont justement des gens qui sont très proches en haut. On entend souvent le gars de l'Oblast qui vient de prendre sa retraite, le jeune avec les lunettes qu'on voyait dans les annonces avec son accent anglais. Lui, il paraîtrait que il goûte à tout. Il va lancer des défis à des gens. Oui. Non, ça, il manque de sucre. Je veux avoir du vrai sucre. Monsieur Weston. Monsieur Weston, pareil. Est-ce que les gens de ces grandes... Tu sais, des fois, on voit comme des grosses entreprises, puis on se dit, ça doit être un peu tout croche. Mais si ces entreprises-là connaissent du succès, c'est parce qu'ils ont les deux mains dans la patente. Là. Ah, absolument. C'est des foodies, c'est des passionnés de bouffe. Ils sont impliqués dans le développement des produits, dans le choix des ingrédients, puis ils sont là du début à la fin. Puis on travaille avec eux en partenariat pour développer les meilleurs produits pour eux. Ouais. C'est pas des gens difficiles à travailler parce qu'ils ne sont pas eux autres. Un matin, je me suis levé, j'ai une idée, je veux un brownie. Là. Ils ont pensé à ça, ça fait 2-3 ans. Quand on commence la relation, écoute, ça a pris 1 an, là, le dernier produit. Ouais, mais eux autres, ils doivent aller voir 2-3 joueurs. Ils doivent dire, regarde, je veux 2-3 joueurs. J'ai l'idée d'avoir un brownie. Je vais regarder avec qui. D'abord, si ça fit au niveau culturel, la culture de travailler ensemble. Puis après ça, je vais goûter votre produit. C'est un peu le même que ça marche dans la compétition avec d'autres. De plus en plus, on voit ça là, dans les dernières années surtout. Là, le choix de celui qui va faire affaire avec toi, puis que toi, tu vas choisir de faire affaire avec. Oui. Puis il faut que la relation soit saine au départ, parce que c'est pas long que ça peut se détériorer. Ça va au-delà de juste la business comme avant. Ouais. Il y a une relation humaine, quasiment entre guillemets,
qui doit être quasiment aussi importante que toute la job qui se fait alentour. C'est sûr. Le côté humain est super important. Puis il revient. Je pense que ça s'était peut-être perdu un petit peu. Puis là, c'est en train de revenir. Retour du balancier un peu. On le voit. Le relationnel est très important. Est-ce que vous faites de la marque privée pour les plus petits? Dans le sens que M&M, c'est une grosse chaîne. Je ne sais pas, est-ce que Marteau, mettons, sa bûche, c'est une marque privée? Comment ça fonctionne? Mettons que je sais pas, il y a un restaurant qui va avoir un dessert particulier, mais il aimerait ça le vendre, justement, à ses clients. Faites-vous, en plus petite quantité, ça existe-tu, ça? On peut le faire, mais on a quand même des quantités minimales. Il y a un minimum, c'est ça. Je ne peux pas salir toute la shop pour travailler 15 minutes. Là. Je comprends. On sort à 6 à 8 000 gâteaux par jour, fait qu'il faut que ça vaille la peine. Ouais. C'est à peu près ça, j'imagine, le nombre de gâteaux que tu dois dire. Ouais. On le fait, mais il faut que ce soit quasiment une journée de production, c'est ça? Ouais. Donc, on parle de milliers de gâteaux. Là. Ouais. Dans le passé, des fois, on faisait avec un client une petite quantité, mais tu sais, là, partir d'une production, la rendre efficace. C'est sûr, c'est le pratiquer dans un avant-midi. C'est sur le long terme. Fait que quand on fait quelque chose, on veut le faire, puis le maîtriser, puis être certain que ça va sortir à l'autre bout, que tout le monde va être content. Ouais. Ces bûches-là, ça, c'est-tu des bûches qui sont les bûches que vous vendez à tout le monde ou c'est des bûches que vous avez faites spécifiquement pour les organisations qui veulent se financer? Non, ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Les organisations. OK, donc c'est les mêmes produits. C'est les mêmes bûches Michaud, les classiques. C'est les classiques Michaud que vous retrouvez en épicerie, mais qui sont aussi disponibles pour les organismes. Puis c'est notre volet, je pense que c'est un volet communautaire, mais qui nous garde proche de notre monde aussi, qui nous permet d'être collés sur sa population, sur des organismes, puis proche de nos consommateurs. Est-ce que c'est un secret, le chiffre que tu m'as dit tantôt? Tu m'as dit 150 000. C'est tout ça à peu près? 150 000 bûches qu'on prévoit vendre aux campagnes de financement cette année. OK. Ça, c'est quelque chose. Là. Ouais. Donc, 150 000, si je calcule, tu n'as pas loin de 3 semaines de production de bûches. Juste uniquement pour les bûches. Ça compte pas les mêmes bûches que tu vends dans les épiceries. Non, juste pour les bûches. Les épiceries, c'est déjà parti. C'est déjà commencé? Le lendemain de l'Halloween, ils vont être dans les tablettes. Fait que c'est déjà livré, ça. C'est déjà livré. Ouais. C'est incroyable. Les techniques de congélation, ça a-tu complètement changé votre business? Ben, quand on a commencé, début, c'était du frais. On le fabriquait le matin, puis j'allais le livrer l'après-midi. Oui. Mais ça, à un moment donné, t'arrives à une fin. On avait là. des pertes, puis avec les super belles routes du Québec, je peux te dire qu'il y a des gâteaux qui arrivaient maganés. Oui. Fait que quand le congé a commencé, j'étais bien content. Ça a été difficile au début, les gens, c'est gelé, ça ne sera pas frais, puis ça a été un combat là, pendant 3, 4, 5 ans. J'allais moi-même dans les magasins faire déguster les gâteaux, puis expliquer ça pour réussir à aller chercher le marché. Et ça, c'est réglé, ça? Le monde comprend. Les gens ont confiance que la congélation, il n'y a pas de problème. C'est-tu le même principe de congélation, mettons, que les fruits de mer? C'est très rapide? Fruits de mer, c'est du IQF. Là, ça rentre à moins 180, puis ça ressort dans 2. Mais ça, nous, on a un blast qui est à moins 80 degrés. Quand même. Qui va geler les pâtes. Ça va prendre peut-être 4 heures. Après ça, le reste, ça va dans un congélateur standard. Là. Ouais. Mais on n'a pas besoin de le geler ultra rapide. Est-ce que les gens savent que la majorité des restaurants, peu importe le fournisseur qu'ils prennent, c'est des produits congelés, là? Ouais, de plus en plus. De plus en plus, là. Donc, les gens, mais moi, au restaurant... Non, ce que tu manges au restaurant, c'est un produit congelé. C'est un peu comme... tu te rappelles, les gens pensaient que tous les poissons qu'on mangeait étaient pêchés le matin dans le bateau, puis on les avait dans le comptoir le lendemain. C'est utopique de penser ça, là. Ça peut pas arriver. Donc, même les fruits congelés, c'est cueilli dans le champ, puis le IQF, il se fait quasiment... Tout de suite, c'est ça. Tout de suite, instantané, sinon ils perdraient leurs nutriments. Oui, toi, tu parles, c'est ça, les fruits et les légumes congelés. Ils regardent comment ils s'en vendent des fruits et des légumes congelés. Malade. Maintenant, c'est fou, là. Ouais, je pense que les gens ont compris. Les gens ont été à tort un peu là-dessus. Donc, juste rappeler, Max, que les gens, ils font quoi pour avoir leur bûche, pour leur organisation? Ils font quoi là? Là, c'est pâtisseriemichaud.com dans la section campagne de financement. On remplit le formulaire, puis on évalue votre organisme. Est-ce que ceux qui ont déjà été... tu dis que tu fais une petite enquête vite, mais ceux qui, mettons, sont là tous les ans, est-ce que ça, c'est pas mal... on a un gros taux de repeat. Là. Je te dirais peut-être 60 % des organismes qu'on va faire, là, c'est des gens qui reviennent d'année en année. OK. Puis cette année, tu vois, notre objectif, c'est d'avoir 400 organismes qui vont faire les campagnes cette année. Fait 400... L'année passée, vous en avez combien? L'année passée, on a fini à 300, autour de 320 de mémoire. Puis cette année, on veut se rendre à 400. Puis on a déjà 225 inscriptions en date de ce matin. Là. Fait que, les places sont limitées. S'il y en a qui nous écoutent, qui ont de l'intérêt, tardez pas parce que... Puis là, c'est là. C'est là que ça se passe. Et là, en plus, cette année, on a une grosse promotion qu'on fait une première cette année. On redonne $1 supplémentaire pour toutes les bûches vendues avant le 31 octobre. Un organisme qui s'inscrit là, Michaud, on donne une pièce de plus. Donc, au lieu d'être 7, c'est 8. Exactement. Ouais. Wow!
Là, on a encore de plus de On a un gros deal. On a un gros deal, ça se termine le 31 octobre. Écoute bien, sérieux, là, moi, je savais que vous en faisiez, mais quand l'année passée, on avait parlé de ça, c'est génial. Tu sais, je veux dire, le web, tu sais, parce que il y a toute l'organisation d'aller cogner aux portes, la patente, puis le monde, aujourd'hui, on est comme tanné, là, le tac, 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 il est 7 heures, on vient de finir, on vient de ramasser, Là, ça se passe sur le web, c'est très simple, un clic, bing bang, tu as juste à recevoir ton produit après. C'est génial. C'est super facile, puis ça évite aussi, tu sais, porte à porte, tu cognes à la porte, solution facile, c'est de dire « Ah, je suis désolé. J'ai pas d'équipe. Mais j'ai pas d'argent. » Oui, mais c'est vrai, c'est ça aujourd'hui. Avant, on avait tout de l'argent. Maintenant, on n'a plus. Pas de problème. Carte de crédit, parfait. Tu peux te promener, faire porte à porte avec le iPad, l'application ouverte. Allez-y, monsieur. Oui. Bing bang, c'est réglé. Oui, c'est génial, c'est génial. Hey, merci, tu parlais tantôt de repeat, là. Un organisme qui le fait, là, l'année d'après, ils n'ont même pas à forcer les ventes. Les gens les rappellent. Oui. Hey, tu vendais des bûches l'année passée, j'en veux 3, j'en veux 4. Puis ça se fait tout seul. C'est pour ça que les gens reviennent, c'est facile. C'est génial. Hey, vous avez une maudite belle entreprise. C'est extraordinaire, Mario. Regarde, vous avez bâti quelque chose de génial. Puis c'est en plus un honneur d'avoir des belles entreprises comme ça dans notre région. Donc, on est très chanceux. Mais produit de qualité extraordinaire. Moi, c'est sûr que tu sais que j'ai un petit faible pour celle au chocolat. Quoique celle l'année passée, mon coup de cœur, parce que c'est un naturel au chocolat pour moi, OK? Mais mon coup de cœur, ça a quand même été sucre à crème. Parce que sucre à crème, j'ai un lien émotif, c'est mon père. Donc, mon père était un maniaque de faire du bon sucre à crème. Quand ma mère le faisait, il venait dur comme de la roche. Oui, c'est ça. Je sais pas c'est quoi. Elle disait tout le temps, c'est parce que j'ai un taux d'acidité ou je suis sur le bord d'être menstrué. Oui, c'est ça dans le temps. Non, il est granuleux puis il est dur. C'est Pop qu'il faut qu'il fasse le sucre à crème. Donc, non, il était écœurant, le sucre à crème. Sérieux, là. C'est-tu la recette de ta mère? Oui. C'est la recette de ta mère? Avec un mélange de celle de ma grand-mère Michaud. OK. Ouais. Donc, mélange du... Mais il fallait l'amener qu'il soit mou, il faut qu'il puisse se rouler. C'est quoi je sais que c'est des secrets, mais je veux dire, dans le sens que d'être capable d'en produire autant et que ça a l'air de vraiment un sucre à crème maison, est-ce qu'il y a un défi pour vous autres? Ah, il y a eu des défis parce que tu prends pas une recette que tu fais avec une demi-tasse, 3/4 de tasse. Tu dis, je fais x 10 000, je la mets dans un gros mixeur. Ça va marcher. Non. Il y a eu beaucoup d'essais puis d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Ouais. On en a goûté aussi beaucoup. Ouais. C'est une petite bédette. C'est un bon mangeur. Mais les recettes de pâtisserie, c'est pas évident. C'est vraiment de la chimie. Ah, c'est de la chimie. La pâtisserie, c'est de la chimie. Ouais. C'est de la chimie. Tu fais une soupe, elle est trop salée, tu rajoutes de l'eau, puis tu manges pareil. Mais un gâteau, si tu t'es trompé, tu as mis trop d'œufs, c'est fait. C'est quoi je calcule quand tu... Ben, une fois qu'elle est lancée, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des batchs que tu n'acceptes pas? Il arrive quoi? Ça arrive. Mais habituellement, j'imagine que c'est moins là. C'est vraiment dans la recherche et développement que vous faites des... Mais tu sais, ça arrive pas souvent. Pas souvent. Si ça arrive, c'est une erreur humaine ou une matière première qui est arrivée qui n'était pas à point. Ouais. Il peut y avoir un ingrédient là-dedans qui va faire que tout va rester mou, ça ne marchera pas. Ouais. Quand tu vois le prix du beurre monter à 9,99 une livre de beurre à l'épicerie, comment tu fais, toi, pour continuer à dire tabarnache, la quantité de beurre? T'achètes combien de beurre par année, à peu près? T'es quasiment sur le bord de vouloir avoir ta ferme? Ça, moi, j'ai de la misère avec la mémoire des chiffres, là, mais écoute, mettons, c'est 1 à 2 palettes par semaine de 50 blocs de 50 livres. Et quand tu vois le beurre passer de 4,99 à 9,99, tu dois dire tabarnache, c'est le cœur de ma business, ça. Là. Ah oui. Puis je te garantis qu'on met encore du beurre, puis on ne baissera pas. Jamais tu vas baisser. On s'organise pour être plus performant dans la production, puis trouver des solutions, parce que je ne veux pas me mettre à Tu ne veux pas couper la qualité 0-0. Hey Mario, tout un honneur de t'avoir, ben le fun de t'avoir en plus. Puis Max, même chose. T'es bon là-dedans, Max? Merci, Jeff. T'es un gars de com, ça paraît. Donc, il a bien expliqué, parce que, tu sais, des fois, expliquer son affaire, boum, boum, boum. Donc, vous avez tout compris. On va sur pâtisseriemichaud.com. Les organisations, si vous voulez, pour votre équipe de hockey, équipe de cheer, équipe de danse, votre école, pour un voyage, n'importe quoi. Donc, là, c'est le bon temps, parce que Noël s'en vient. Le beau temps vient de partir. Bien, on fait encore beau, là, mais je veux dire, l'été vient de sacrer son camp cette semaine, donc on sait qu'on s'en va vers Noël. C'est là que ça se passe. Les bûches sont disponibles. Pâtisseriemichaud.com. Vous allez entendre de la publicité sur nos ondes, je pense aussi. Oui, encore pour quelques semaines. Ça roule depuis un bout, puis ça continue. Exact. Donc, on continue pour les gens à aller s'inscrire. Donc, habituellement, quand il y a l'entrevue, c'est toujours un bon vendeur aussi, plus que encore n'importe quoi d'autre. Donc, si vous êtes intéressé, pâtisseriemichaud.com. Mario, merci de ta visite. Plaisir de t'avoir vu.
Même chose, Max, on se reprend pour autre chose. On va faire une pause. Dans quelques instants, je pense qu'on va finir ça avec un genre de... Ça peut-être un genre de petite boîte à Jerry? Une petite boîte, oui. Une petite boîte. Petite boîte de bûche? Une petite boîte de... Oui. OK, parfait. On fait ça. Petite boîte à Jerry après, ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Jeff Fillion. OK, on est prêt pour la boîte. Ça brasse pas mal. On aurait pu jaser pendant des heures. Mario, c'est un bon Jack. Tellement fin, tellement gentil. Max aussi. Je connaissais pas Max. On s'est connu il y a quelques semaines. Vraiment, il est vraiment cool, Max. Mais, tu sais, Mario, c'est des entrepreneurs extraordinaires. Moi, ça me... Vous aviez des points communs. Tu sais, je l'écoutais, puis ça me rappelait beaucoup de choses que tu m'as racontées sur Jerry, comment ça s'est passé avec ton père pendant 46 ans. 46 ans. 46 ans, extraordinaire. Donc, qualité. Ah, la qualité. La qualité. D'autres, c'était à micro-échelle, si on peut dire. C'est un tout petit restaurant de 50 places, mais c'est cette mentalité-là que tu as une cabane de bois à Charlesbourg. En réalité, c'est ça que tu as comme restaurant. Là. Sauf que la bouffe est tout à fait extraordinaire. Puis ça, jamais tu touches à ça. Exact. Là, la qualité, là, c'est ça qui... C'est ton passeport. Là. Exact. Donc, pâtisseriemichaud.com pour les organisations. Maudit bon truc pour vous financer. Pas à peu près pour ça. Donc, pâtisseriemichaud.com. Faites ça tout de suite. Le plus vite ça va être réglé, le mieux ça va être. Les bûches vont rentrer de bonne heure. Vous allez pouvoir en vendre à la tonne et financer votre organisation, votre école ou encore votre équipe sportive. Dans la boîte, Jerry, qu'est-ce qu'on a? On a un genre de petit 10-12 parce qu'on s'est excité un peu avec notre ami Reg, puis on s'est excité un peu avec les boys de Pâtisserie Michaud. Donc, un petit 10-12 de stock. Qu'est-ce que tu as de ton bord? J'ai vu une affaire, Martine Biron. Martine Biron, elle s'en allait en voyage, Martine. Encore? Oh non, elle avait un pied dans l'avion. Ah. OK, ouais. Mais elle voulait aller en Israël. Ouais. Parce qu'elle, on le sait, il voulait ouvrir un bureau du Québec à Tel Aviv. Oui. Oui, là, ils vont attendre. Là. Ils devraient pas le faire. Sais-tu comment il y a de délégations? Je comprends même pas pourquoi on a des délégations partout. C'est quoi l'histoire? Là? On a combien de délégations? Je pense qu'on a une quarantaine, non? 35. Wow! 35. Ça coûte cher, ça? Mais ça. Non, ça coûte une fortune. Là. Donc, Martine, elle n'ira pas en Israël pour l'instant. Donc, j'ai trouvé ça. À date, on a parlé avec Reg, on a glissé quelques affaires là-dessus. J'en ai parlé passablement dans le Prime. On s'est même sauvé de ça un peu parce que le sujet est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd. Moi, tu l'as dit, là, on a découvert des enfants qui ont été décapités. Oui. Une quarantaine d'enfants. Une quarantaine d'enfants décapités. On se rend compte que des familles ont été gonnées dans leur lit pendant qu'ils dormaient. Oui. Je veux dire... je vais le résumer vite, là. Votre crise d'opinion sur la position que vous prenez entre la Palestine et l'Israël. M'en calisse. Excusez-moi, là. Mais me faire dire ouais, mais là, non. Quand on met un drapeau, là, un drapeau, c'est pas toujours politique. Des fois, ça peut être juste humain. OK? Juste humain. Il n'y a personne qui peut prendre de bord quand on parle de terrorisme. On doit être unanime à dénoncer le terrorisme. Peu importe avec qui vous êtes habituellement. Si vous êtes rendu à prendre le bord des terroristes pour faire un point parce que vous avez de la haine, je ne sais pas d'où ça vient envers tel ou tel groupe, vous avez un très gros travail à faire sur vous-même. En tant qu'homme, là, en tant qu'humain, vous avez un très gros travail à faire sur vous-même. Des enfants, là, c'est des personnes âgées qui ont été tirées dans des patentes d'autobus. C'est des familles qui ont entendu s'en venir, qui ont parti à la course pour cacher leurs enfants à des endroits. Les enfants ont été retrouvés quelques heures plus tard pendant que leur mère et leur père ont été gonnés par hasard par des terroristes. Je veux dire, non, moi, je ne prends pas de bord. C'est toute l'histoire de la Palestine et de... Premièrement, on va toujours choisir le pays démocratique et qui défend et qui est basé sur les libertés individuelles. Ça, c'est la première des choses. Pour le reste, regarde,
Je sais que la majorité est à la même place. Là. Ça prend toujours 3-4 personnes un peu... C'est questionnable. C'est très questionnable. Je veux dire, on est dans l'incompréhensible. Les amis, c'est l'incompréhensible. L'empathie, tu l'as dit, c'est l'exercice de se mettre dans la peau des autres. Oui, c'est ça l'empathie. Les gens qui ont été gonnés ne font pas de politique ou de religion à longueur de journée. Non, c'est des terroristes. C'est du monde comme nous qui ont été visés pour faire un statement. Voilà. Colin, on n'est pas obligé de choisir un camp tout le temps. On peut choisir la dignité, on peut choisir l'homme, on peut choisir la vie, on peut choisir des choses de base. On peut choisir la paix aussi. Et la paix, merci. Surtout. Vous vous souvenez en 1900? C'est une photo qui a fait le tour du monde. C'est des barbares qu'on a vus. Là. Voilà. OK? Mais en 1993, quand Yasser Arafat a donné la main à Rabin, il y avait Clinton dans le milieu. C'est un moment historique là, de l'histoire. Là. Donc, pour la première fois, la Palestine reconnaissait que les Israéliens, qu'Israël pouvait vivre, autrement dit, et pouvait avoir la paix. C'est une poignée de main historique en 93. C'est inimaginable l'ouvrage qu'il y a eu pour en venir à cette poignée de main-là. Qu'est-ce qui est arrivé 2 ans plus tard? Rabin s'est fait assassiner. Par qui? Par un extrémiste israélien. Quelqu'un qui ne voulait pas la paix. Voilà. Donc, des extrémistes, des terroristes, ben là, il y a eu ce gars-là qui a tué Rabin, mais de l'autre bord, il y a le Hamas qui terrorise une population. En passant, cette population-là ont voté pour eux autres. Là. Il y a eu des élections. Là. Oui. Ils ont gagné là, oui. par 30 000 voix. Là. Oui. Puis ils ont gagné, mais eux autres, ils ont gagné une fois les élections. Il n'y a plus d'élections après. Là. Les autres sont là. Oui, les élections, c'est fini. Là. Les autres, ils mènent la patente. Là. Donc, c'est une place dans le monde où ce que la violence fait partie... C'est journalier, là. Ça fait partie de ta vie, là. Est-ce qu'un jour, ça va se régler? Ça s'était réglé. Mais il est arrivé un désastre. En 93, ça s'était réglé. Il y a eu une poignée de main historique. Mais ça a dérapé. Il faut comprendre l'histoire. Parce que tu as l'histoire très ancienne, Jeff, qui date de millénaires. Tu as l'histoire beaucoup plus proche de nous autres, qui date de la fin des années 1800. C'est assez compliqué, mais si quelqu'un le fait, je voudrais le faire à un moment donné pour toi. Là. Je voudrais le faire peut-être demain ou... Quand ça te tentera. Tu me le feras dans le prime parce que dans le prime, on a le temps de mettre les pieds sur le pouf et de prendre un cigare. Puis c'est le genre d'histoire qui se raconte avec beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Il y a des dates particulières, il y a beaucoup de détails. Mais ce qui s'est passé là, il y a zéro surprise. Oui, il y a une surprise dans le sens qu'ils n'ont pas prévu les services secrets puis tout ça. Il y a eu des manques, mais en réalité, il n'y a pas de surprise. Puis des attaques comme ça, il va y en avoir d'autres. Là. La guerre a fait juste commencer. Là. Vous ne serez pas assez vieux pour voir la guerre finir. Ouais. On pensait l'avoir finir en 93. Je déteste la guerre. Je déteste la guerre. J'aime pas ce qui se passe en Ukraine. J'aime pas ce qui se passe dans toutes les guerres du monde. J'ai toujours été anti-guerre. Je déteste la guerre. Il n'y a pas de gagnant à la guerre. Oh, ils ont gagné. Il n'y a jamais de gagnant. Non, il n'y a pas de gagnant. Mais je sais qui perd tout le temps. C'est le monde. C'est le monde. Mais dans le terrorisme, voilà. Dans le terrorisme, il y a quelque chose de barbare
que ça peut rendre. Ça fait peur parce que vous pensez que ça se passe juste là-bas. Attends un peu, là. Vous avez vu dans notre... Ça, c'est spécial, pareil, que dans notre pays, des gens qui ont voulu avoir retrouvé certaines libertés sont allés s'installer à Ottawa dans des bains tourbillons avec des casses de poêle puis des cafés de Tim Hortons. Et ils se sont fait traiter d'extrême droite, de dangereux. Ah oui, de dangereux. Et on leur a demandé... Ça a pris une loi spéciale. Oui, on les a mis dehors et on a gelé leur compte de banque. Oui. Mais dans le même pays, il y a des manifestations de gens, je ne sais pas d'où ils viennent, donc j'imagine qu'ils viennent de divers pays, mais qui sont avec la Palestine, qui se promènent dans des boîtes de pick-up à Montréal et à Toronto avec des drapeaux de la Palestine, mais surtout des drapeaux du Hezbollah/Hamas. Voilà. Il y en a qui ont des vidéos, moi je l'ai vu. Et on les entend qui nous disent qu'il faut qu'ils nettoient Israël. Puis ça se passe chez nous. Trouvez pas ça mal. C'est trop proche de nous autres. Moi, j'aime pas ça, moi, là. J'aime pas ça de savoir que des gens qui vivent dans notre place qui pensent de même, là. Parce que vous savez que c'est pas rien que religieux. Il y a une histoire de valeurs, il y a une histoire de choses qui... Tu sais... Est-ce qu'on a oublié le 11 septembre? C'était contre quoi, ces attaques-là? C'était des attaques contre notre mode de vie, contre nos valeurs. Voilà. Le terrorisme, il ne faut jamais penser, même si c'est loin de nous, que c'est loin de nous. Comprends-tu ce que je veux dire? Le terrorisme, c'est toujours plus proche qu'on pense. Et le terrorisme, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire contre ça. Regardez comment ça a changé nos vies le 11 septembre. Et à petit niveau pour nous. Mais est-ce que les gens au Moyen-Orient, la manière qu'ils vivent dans certaines places du monde, de savoir qu'ils peuvent vivre de même, puis qu'un jour, cette culture-là pourrait être amenée ici par tout ce qu'on a comme futur de notre pays, c'est-à-dire que c'est un futur où on a décidé que c'était basé sur l'immigration parce qu'on ne fait plus d'enfants. On n'en fait plus zéro en passant. Là. C'est plus que zéro, c'est 1. On capotait à 1,6, on est à 1. Donc, c'est l'immigration maintenant. Mais on se rend compte que dans l'immigration, on rentre beaucoup de monde qui ont des valeurs qui sont vraiment différentes des nôtres et qui appuient du terrorisme. Ça, c'est intolérable. Ça, on ne peut pas le tolérer. Ben, je suis obligé de te dire que Trump a raison. Là. Trump a raison dans la manière qu'on est en train de bâtir les pays avec l'immigration. Est-ce que, tu sais, il faut passer le test des valeurs québécoises. C'est quoi le test des valeurs québécoises? C'est-tu juste la langue? Parce que j'aimerais ça qu'on les questionne aussi sur les valeurs québécoises, parce que moi, le terrorisme, j'aime pas ça, là. Mais c'est même pas la religion. Je vais te dire pourquoi c'est pas la religion. Je vais te prendre un exemple que tout le monde va comprendre, là. Si vous regardez une carte, vous regardez la carte d'Israël et vous voyez la fameuse bande de Gaza, le territoire, là, sur le bord de l'eau. Au sud de la bande de Gaza, il y a une frontière. C'est avec quel pays? C'est avec l'Égypte. Est-ce que les Palestiniens de Gaza peuvent se promener entre l'Égypte et Gaza? Non. La frontière est barrée. Ceux qui peuvent passer, question humanitaire, ceux, mettons, qu'il faut qu'ils aillent à l'hôpital parce qu'il y a des hôpitaux un peu plus sophistiqués en Égypte. Il y a tout ce qui s'appelle humanitaire et de la nourriture, des produits comme ça. Mais les gens, le monde, autrement dit, le Palestinien de Gaza, il ne peut pas aller faire un tour en Égypte. Il ne peut pas y aller. C'est quoi la raison? Pourtant, ils ont la même religion. La raison, c'est qu'ils n'en veulent pas de terroristes en Égypte. Ils ne veulent pas importer des terroristes. Ils veulent avoir des gens de paix. Ils veulent pas la guerre. Ils veulent pas que dans 20 ans, l'Égypte devienne un gros Gaza larvé par le Hamas. Ah, moi, je capotais hier. C'est pour ça que la frontière, Jeff, elle est fermée. Non, moi, je capotais hier de voir qu'on tolérait chez nous des gens qui célébraient la mort de citoyens au hasard. Je veux dire, c'est incroyable. Essayez de me faire... Comme humain, là,
Laissez-moi les grandes explications religieuses. Non, comme humain, là. Comment tu peux célébrer la mort d'enfants la tête tranchée ou de ben moi je comprends très bien leur point, puis eux autres ils courent après. Ben, hey, non, un peu, là. Wow, minute, là. C'est du terrorisme pur sauvage. C'est des barbares. OK, c'est la Jordanie, Jeff, la Jordanie, ils ne veulent pas les avoir. À part un peu de réfugiés. L'Égypte, ils ne veulent pas les avoir. Posez-vous la question 2 secondes. Ils ne veulent pas les avoir parce que une grande partie, puis je dis une grande partie parce qu'ils ont été élus, là. Une grande partie, souvent, c'est des jeunes qui ont eu le cerveau lavé dès la maternelle. Ces jeunes-là sont rendus à 18, 20, 30 ans, 40 ans. Et c'est rendu des mercenaires. Des mercenaires pour le Hamas. Et ils ne veulent pas avoir ces gens-là chez eux. Puis je ne parle pas du Canada. Je te parle de l'Égypte. Je pose d'ailleurs la question à... Il y en a, ils m'ont écrit hey, « Moi, je suis un pirate, là. Moi, je prends pas pour Israël, je prends pour la Palestine. Tu me déçois, Jeff. » Parfait. OK, on a le droit. Les pirates ont le droit d'avoir la liberté de penser et de dire ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Mais si la maison d'à côté de chez vous est à vendre, puis arrive une famille de sympathisants on a un historique qui était proche du Hamas. Oui, c'est ça. Mais il n'arrive même pas une famille, il arrive 4 gars, puis ils se disent cousins. Ouais. On s'en parle, là. On s'en parle. Yes. On fait une pause, on vient. On continue de discuter, ça c'est le fun. Je sais pas chez vous si c'est comme ça, mais beau soleil ici sur Radio Pirate Live. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. On a parlé de... Ah, c'est ça, Radio Pirate, c'est un peu planifié et finalement tout prend le bord. Oui, des fois, c'est pas plat, c'est ça. c'est notre style. Les assiettes en volent et tout change. Oui. Le menu change au complet. On avait prévu du steak, finalement, ça va être pas mal des nouilles chinoises. On a parlé de ce qui est arrivé, puis regarde, moi, je veux juste vous dire que c'est là où je suis. Moi, je suis incapable. Je suis incapable de voir. Moi, écoute, pour la première fois de ma vie, je suis d'accord avec Marois Risky du Parti libéral. Et je vais vous dire une affaire, j'admire le courage qu'elle a eu de dénoncer ça parce que Valérie Plante n'a pas été capable de le faire comme du monde. Valérie Plante, elle a parlé d'attaque militaire. Hey, d'attaque militaire. Il n'y a pas de militaires qui arrachent la tête des têtes d'enfants. Là. Non, c'est pas des militaires, c'est pas des gens de l'armée. Là. Donc, c'est là qu'on est. C'est là qu'on est. Hey, je fais juste un petit clin d'œil pour saluer les pirates sur Prime et sur Live qui vont venir manger avec nous demain soir, mercredi, demain soir. On est 115 pirates qui vont manger le burger à Jeff, disponible dans les Cosmos, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, le burger, c'est le Big Jeff, OK? Le Big Jeff. Donc, si ça vous tente d'aller le manger dans les Cosmos, il est écœurant, les commentaires que j'ai eus en fin de semaine, le monde capote bien raide. Donc, si vous êtes à Québec ou encore vous passez à Québec, arrêtez dans un des 2 Cosmos et allez manger le Big Jeff. Demain soir, on sera 115 pirates qui vont aller manger au Cosmos Sainte-Foy. Et on a mis une deuxième soirée, le 32 octobre, parce qu'on a étiré le mois d'octobre d'une journée, qui est le 1er novembre, vous allez comprendre. Donc, le 32 octobre, on a pris la section bar du Cosmos Le Bourgneuf. Ça donne à peu près 120-125 personnes, donc un peu plus grand que celui, donc 5-10 places de plus. Et sérieux, je pensais écoute, Mr. White pensait faire une promotion cette semaine pour vous l'offrir sur les réseaux sociaux. Je l'avais commencé. Tu l'avais commencé. Oui. Et au cours du week-end, là, il y avait des pirates qui m'écrivaient « Tabarouette, Jeff, c'est bien plate, il n'y a plus de place même au deuxième Cosmos, la deuxième soirée. » Je dis « voyons donc, ça se peut pas. » Et finalement, c'est vrai. Donc, malheureusement ou heureusement, donc pour nous, c'est
c'est un beau problème parce que les pirates sont là puis sont très actifs. Donc, merci d'être là. C'est sold out pour la soirée numéro 2. Ce que je veux vous dire, c'est que dans l'époque de fou où on est, ou avec tout ce qui se passe et tout, moi, j'ai l'impression qu'une des valeurs qui va ressortir, on en parlait tantôt avec Max de Pâtisserie Michaud, c'est qu'on aura besoin de se voir de plus en plus. C'est bien le fun de Messenger, c'est bien le fun des réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a certaines valeurs de retour, de se voir et de se jaser en pleine face qui vont faire du bien, que ça revienne. Et je pense que ça va être ça. OK? On va se voir de plus en plus. Je ne vous dis pas que les bars de quartier vont se mettre à marcher comme avant, mais il y a un retour à une vie plus 80s, 90s qui, à un moment donné, va reprendre sa place. Parce que vivre tout seul en cabané chez nous, à écouter Netflix puis Spotify, je veux dire, c'est pas une vie, ça. Donc, ce qu'on va faire dans le futur, on fait celle-là pour le burger à Jeff, le Big Jeff. Et dans le futur également, je vous garantis une chose, c'est qu'on va se voir plus souvent. On va aller faire un tour, on va aller prendre une bière ensemble. On va se dire, regarde, un mercredi soir, on s'en va au bar Vegas, on prend de la grosse, puis on se jase. Ensuite, on va probablement aller faire un tour à la gang, manger une pizza chez Normandin. On va aller voir notre ami... Mario chez Dixili. Mario chez Dixili. On va avoir une soirée, on va faire soirée poulet. Une soirée, on dit, hey, on mange on s'en va, parce qu'on parle souvent du sandwich. Le nouveau sandwich à Mario. On s'en va chez Dixili, on fait une soirée chez Dixili. On va faire des affaires de même. OK, on va faire des affaires de même. D'abord, pour encourager, bien sûr, nos partenaires, mais aussi le savoir. Pour se voir. Je pense qu'on est dans une époque où on a besoin de se voir de plus en plus. Une époque folle. C'est folle. Moi, avez-vous un peu peur de ce qui se passe? Je ne sais pas si je commence à être paranoïaque, mais j'aime pas ce que je vois. Moi, les images que j'ai vues hier, là, que chez nous, il y a du monde qui célèbre que des enfants ont été tués, puis des jeunes dans un rave, gonnés 250, puis il y a des gens qui célèbrent ça. Mmh. Ils ont des téléphones. Ils ont des téléphones avec des vidéos, puis ils montrent les vidéos aux policiers qui sont en avant d'eux autres. Là. Puis ils se réjouissent de ça. Mais tu les arrêtes. Non! Ils ont pas arrêté. Ils ont pas arrêté. Tu sais, en fin de semaine, j'ai vu... Ils ont arrêté un gars, ils ont arrêté un gars, je pense que c'est à Calgary. Le gars, il avait un flag d'Israël. Ils l'ont arrêté. Ah oui? Pour vrai, oh, ils l'ont menotté, ils sont partis avec. Parce qu'il y avait une manifestation d'un côté de la rue. Lui, il était de l'autre bord de la rue, il y avait un flag d'Israël. Ils ont arrêté le gars avec le flag d'Israël? Il parlait trop fort un peu. Il l'a arrêté, Oui, hein. on voit le vidéo. Il se fait arrêter. Il s'est fait menotter et embarquer. T'es au Canada, ça? Calgary. Ben ouais, hein. Le gars est arrivé avec un genre de petite affaire avec un moteur dans le cul, là, avec un petit toile sur le dessus. Là. Et un ultra léger, genre de quoi? Ben ça, pas un parapente. Je sais ce que tu veux dire. Il a gonné, lors du festival de DJ Rave, il a gonné 250 personnes. En fin de semaine, à Indio, en Californie, il y avait le gros spectacle Rock. Oh, oui. Tu sais, le gros festival Rock. Le Power Trip. Oui. Oui, le Power Trip. Je ne sais pas si vous avez vu les images de oui. ça. Merci. Retour des CDC. Oui, puis finalement, Ozzy a été remplacé par Judas Priest. Oui, c'est ça. Parce qu'Ozzy ne peut plus. Non, ouais, mais Tools était là, Metallica était là, Iron Maiden était là. Et CDC, les images que j'ai vues, c'est surprenant. Là. Ouais. C'est vraiment surprenant. Ça rentre au poste pas à peu près. Et merci donc à Luc Savoie, le grand patron du SSF, qui, grâce à son Facebook, nous a fait vivre en images. Puis, regarde, j'étais content pour lui qu'il soit là. Malheureusement, il n'a pas le temps de jouer au golf. Je dis, Luc, t'as pas le temps de jouer au golf? Non, il n'a pas le temps. Crève, on est là 3 jours, puis on part. Donc, merci à Luc. C'est cool, pareil. Je dis, le directeur du SSF, il fait un trip à Indio, en Californie, pour aller voir un paquet de gros groupes rock. Vous êtes chanceux, les jeunes moi, qui ont... mon directeur, quand j'étais jeune, moi, il y en avait un qui... Au séminaire, le directeur marchait, puis il disait, pour ceux qui m'aiment... Non, il disait, ceux qui m'aiment me suivent. Okay. Ceux qui m'aiment me suivent. Il y avait les mains de même. C'est les mains en prière. On sait qu'ils suivaient. Hein? Ceux qui m'aiment me suivent. Ceux qui m'aiment me suivent. Puis l'autre, le directeur de la polyvalente Charles-Gravel, m'envoyait des lettres une fois par mois pour me dire que j'étais un anarchiste. Ouais. Il envoyait ça à mes parents. Okay. Mon père était prof à cette école-là. Là. Il pas des chums, hein? Il envoyait des lettres. Votre enfant est un anarchiste. Ça doit être beau dans la salle des voyons profs. Donc, voyons donc. Donc, Luc, lui, était au spectacle à Indio, en Californie. Mais tu sais, je me disais, tu sais, je voyais les images de ça, je me disais, imagine-toi, il y a un maniaque qui arrive au nom de
le Hamas, puis il est dans les airs, puis il arrive, bang, il en gonne 1000. Juste parce qu'ils sont là, et juste parce qu'ils sont américains. Exact. À travers, tu as des gens d'ailleurs, mais vu qu'ils sont aux États-Unis, on va les gonner. Exact. Puis là, il arrive ça, puis il y a du monde dans mon pays, dans ma ville, oui, qui sont en pick-up avec les drapeaux qui célèbrent. Insupportable. C'est insupportable. Non, c'est insupportable. Fou raide. C'est arrivé en plein cœur de Paris, ça, au Bataclan, en 2015. Oui. Mm-hmm. On était en plein cœur de Paris. Là. Oui. Et je trouve qu'on était plus fâchés quand c'est arrivé à Paris. D'ailleurs, les journalistes français, présentement, ils font le parallèle. Ben oui, c'est sûr. Ben voyons. Dans la boîte, Jerry? Veux-tu entendre parler d'amour? J'adore l'amour. Ben oui. Mais moi, je trouve que c'est... Il y a un sondage qui est sorti, Jeff, puis que je trouve ça tellement beau. Tellement le fun. C'est la génération... On l'appelle la génération Z. La génération silencieuse, ça, c'est les gens qui sont nés dans le coin de 1929 ou dans ce coin-là. Après ça, tu as les boomers. Hein? Après ça, tu as la génération X, les milléniaux et la génération Z. C'est ceux qui sont nés de 97 à 2012. Donc, c'est des jeunes qui ont 12-13 ans jusqu'à 26 ans, ou à peu près, grosso modo. C'est mes filles. Oui, exactement. Puis le sondage, c'était chez des jeunes de 18-24 ans. C'est là qu'ils ont ciblé. C'est extraordinaire. Je suis tellement content d'entendre ça, tu ne peux pas savoir. Le résultat du sondage, presque la totalité des jeunes souhaitent du sérieux dans leur couple. Ils veulent avoir un couple. Ici, je dis couple, là, c'est tous les couples. Mais le couple, c'est 2 personnes. C'est 2 amoureux. Ouais. C'est ça, un couple. Un couple, c'est 2 amoureux. Donc, 2 personnes qui se chérissent et leur relation est basée sur la loyauté et la confiance et être avec cette personne-là toute notre vie. Puis il y a 3% ça semble être des valeurs simples, mais tellement loin. C'est des valeurs très... Oui. Puis il y a seulement que 3% qui ont répondu. Eux autres, par rapport au couple, là, ils ne croient pas à ça. Eux autres, c'est polyamoureux. Puis tu veux dire, t'aimes tout le monde. Mais c'est juste 3%. Fait que tous les autres jeunes, ce qu'ils rêvent un jour, c'est une vie c'est de rencontrer la personne, la bonne personne pour eux, et vivre avec elle toujours. C'est extraordinaire, ça. Ben oui. Moi, dans ma tête de gars de 50 quelques années, je me disais, les jeunes, c'est comme des vieilles valeurs. C'est pas des vieilles valeurs. Les jeunes, c'est ce qu'ils recherchent et les jeunes, c'est ce qu'ils veulent avoir. Je trouve ça tellement, tellement le fun. J'adore ce sondage-là. Il y a un petit hic dans le sondage. Oh! Il y a toujours un petit hic quelque part. 56% souhaitent avoir des enfants ou adopter des enfants ou avoir des enfants dans leur couple. C'est seulement que 56%. Ça, c'est le bout que je trouve dole. Pas d'enfants, il te manque un grand bout. Oui, j'ai manqué pas d'en avoir. Oui. T'es eu sur le tard un peu. J'ai eu sur le tard. Oui. Puis j'avais déterminé dans ma tête, j'avais éclairé ça de ma tête que j'allais en avoir. OK? Puis je me suis dit, je vais avoir une vie correcte. Puis on peut avoir. Je dis pas que les gens qui n'ont pas de. Non. Je dis pas que les gens qui n'ont pas d'enfants n'ont pas une belle vie. Là. C'est pas ce que je dis, mais c'est juste que moi, dans ma tête, j'avais décidé que. Parce que je venais de finir là, une relation, puis tu sais, ça faisait quelques années, puis tout, genre, regarde, peut-être pas pour moi. Puis je serais jamais assez stédé pour en avoir. Donc, des enfants, je n'aurais pas. Puis par après, ben, la vie m'a amené une belle place, et j'ai 2 superbes filles. Et je ne vis que pour mes filles.
Ben, ma femme aussi. Mon petit Tiger. Oui, Tiger. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que... Puis peut-être que j'aurais été capable de trouver d'autres choses pour donner un sens à ma vie si je les avais pas eues, mais... souvent, je me dis, hey, Criff, j'ai manqué pas de n'avoir. Quand tu vas écouter le documentaire sur Beckham, la finale du documentaire, tu vas comprendre quelque chose. Il y a un lien avec ce que tu viens de parler. Documentaire, c'est tout à fait extraordinaire. Oh oui, c'est incroyable. Moi, j'adorais ça. Oui, c'est ce que m'avait dit ce matin, puis ma blonde est là-dedans. En fait, quand j'ai elle commencé... dit, il faut que tu écoutes ça, tu capotes, parce que, tu sais, moi, de ce temps-là, je suis dans le football. Donc, ma blonde a dit, là, le football, donc, elle s'en va dans une autre place, ben écoute Netflix. Elle dit, là, j'écoute Beckham, je capote. Faut pas les gens qui nous écoutent présentement et qui ne l'ont pas vu, laissez-vous pas arrêter par le fait que c'est un joueur de soccer européen puis vous écoutez pas le soccer européen. C'est pas une série sur le soccer comme tel. C'est sur l'homme et une femme. C'est ça. Voilà. C'est une série sur la vie. Vous voyez ça de même. Oui, c'est une série sur la vie. C'est bien dit, ça. Quoique j'aurais été mieux d'écouter pendant qu'elle a commencé samedi. Et avec le match que le Miami U a joué où le coach a obligé... Non, regarde ma petite note. C'est quoi ce dernier sujet? Vois-tu en haut ici? Mais c'est quoi la raison pourquoi il n'a pas mis le genou à Il a levé la tête, aussi. Non, mais il y a un pirate qui m'écrit. Mais ça, c'est le call du coach. C'est même pas le joueur qui... C'est le call du coach. OK. Qui est un super coach, là, Mario Cristobal, le Cubain, qui est avec Oregon, avec les Ducks, avec les Canards. C'est un super coach. Il reste quoi, 35 secondes? Il reste 25 secondes. Mais pourquoi ils n'ont pas mis le genou à terre? La game est finie. Pourquoi ils n'ont pas mis le genou à terre? C'est ça que tout le monde... Il est arrivé 2-3 affaires. Il est arrivé que le genou à terre, OK, il aurait dû le faire, c'est fini. Là, ensuite, il court. Il échappe la balle. Oui. Mais là, on le voit sur la vidéo très bien. Le coude touche à terre avant que la balle sorte. Donc, c'est pas un fumble. Sauf que l'arbitre a dit, on n'a pas assez de preuves concluantes, on garde le jeu. Et ensuite, là, tout est à terre. 2 jeux de marde, 2 grands passes. Merci, goodbye. Bonsoir. Ah non. Ils gagnent la game 23-20. Gagne la game 23-20, on serait 5-0. On a des chances. On regarde les pourcentages. À part la game contre les Florida State, on a une possibilité peut-être de quasiment être undefeated. Là. Ben, c'est fini. Là. Tu l'écoutais-tu live? Ben oui, j'écoutais live. Arrête! J'écoutais live et j'ai pas été capable de m'endormir avant 2 heures du matin. Oui. J'étais en... Savez-vous combien de temps? Ma blonde n'est pas au courant de ça, là. Non. Là, le lendemain, je suis pas capable d'en parler, là. Il y a Dodu qui essaye. Je dis non, je ne peux pas capable d'en parler. La game était à quelle heure? La game était à 8 heures. Bon. 8 heures samedi soir? Oui. Bon. Ça s'est passé vers 11 heures, ça. C'est ça. Mais moi, je recevais du monde chez nous. À un moment donné, je reçois des messages. Quelques messages. Là, c'est des pirates qui m'écrivaient. Ils disaient le you. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? De quoi? Tu sais, moi, j'écoutais pas. Non, Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Faut que tu en parles à Jeff absolument. Le you. Hey. Le lendemain, ma blonde a dit, t'as donc bien pas d'humeur. Non, je suis correct. Non, je suis correct. Je suis correct. Non, OK, t'as pas d'humeur. Non, je suis correct, ça va. Je fais mes affaires. Mal de tête. Je fais mes affaires. Je viens travailler en bois. Tu sais, mouillé en plus. Oh, oui. Donc, j'ai une nouvelle affaire pour les écrans. J'ai installé. Mais là, on a dit, tabarouette, hein, t'es dans ton monde aujourd'hui. Je te vois même. Donc là, j'ai pas vu la journée. J'étais en bas, elle est en haut, je fais des affaires, tu sais, mouillé. Là, je nettoie mon garage. Là, là, on est rendu, il est 7 heures le lendemain. Là, les Dolphins, ils ont gagné. Donc, tu sais. Un bon. Mais c'est contre les Giants. Non, je comprends. Tu sais, quand même. Les Giants, c'est ça. Tu sais, Giants. Il y a un beau casque bleu. Moi, j'adore le bleu de leur casque. C'est pas. Fait que ça compte pas. En fait. C'est ça. Là, ma blonde a dit, là, mes parents viennent manger. Elle a fait la grosse dinde, toute la patente. Oh, il est peut-être 6 heures moins quart. Elle dit, tu vas savoir une humeur. J'ai dit, chérie, je vais te dire pourquoi je fais le pot. J'ai tout déballé. Elle dit, ben voyons. Elle dit, pourquoi tu m'as pris? Je n'étais pas capable d'en parler. Je t'en tabarnak. Regarde, je l'aurais épinglé. Mais tu sais, c'est un bon yard, c'est un bon coach, je sais. Mais il l'a déjà fait en 2018. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Calif. Mets le fucking genou à terre, la game est finie. Ah non, c'est épouvantable. Ça fait mal. Juste en parler. Pourquoi tu m'as amené là, hein? Je sais pas pourquoi c'est moi-même qui s'est amené là. Non, c'est moi parce que j'ai eu l'obligation. Ouais, je sais. Des pirates. Non, mais les pirates, non, c'est vrai. Ils m'ont dit, il faut absolument que tu parles de ça avec Jeff, absolument. Le stade était vide, le monde est parti, c'est fini. Là, dans le prime, je me suis dit, ben là, ça n'a pas donné. Non. Ah. Ça n'a pas donné. Puis là, j'ai dit, il faut que j'en parle dans le live, parce que les pirates, j'ai eu 3 messages. Ouais.
Je pense qu'il y en a 2 là-dedans qui étaient... Contents. Ouais. Puis il y en a un qui était tristounet. Okay. Donc, je pense qu'il y a 2 pirates qui voulaient que... Là, t'aurais pas dû dire ça. Là, Jeff ne nous parlera pas de l'après-midi. Non, c'est ça. Non. C'est... Non. Non, regarde, j'y pense encore. J'en reviens pas. Tu sais qu'il a fallu qu'il s'excuse? Ah oui, le coach s'est excusé, là. Mais toi, les Hurricanes, ça fait beaucoup plus mal que les Dolphins. Oui. Il y a quelque chose de plus profond. Oui. J'ai vu beaucoup de matchs live. Ouais, c'est dans ça. l'Orange Bowl. Oui. Tu comprends-tu? Je comprends. Il y a quelque chose de particulier dans l'Orange Bowl. Énormément d'histoires. Le U et les Dolphins. 72, entre autres. Quand je suis allé sur le site du Miami University pour ma fille, je voulais plus partir. T'as jamais vu une place belle de même. C'est le Walt Disney de l'éducation. Ça doit être incroyable. Oui, mais mets la main dans ta poche. 55 000 par année. Wow. C'est full privé, là. Il n'y a pas de gugus, là. Mais c'est beau. C'est beau. Tu veux dire que c'est plus beau que l'Université Laval? Non, regarde. Non, il n'y a aucune... Ils ont-tu des bus, eux autres? Ils ont des propres bus. Les autres, ils ont leur propre bus. L'université a leur propre bus. C'est bon. Ils ont leur propre réseau d'autobus, quand même particulier. OK, je m'en vais. Oui. Allez me faire un hot chicken poutine. Ah oui! Je vous en parle demain. Je l'ai parlé sur le Prime. Je vous en parle demain. Je vais aller m'en remettre, là. Tu m'as sorti de ma bulle. Ah non. C'est pour ça que c'est pour ça qu'à matin, je me suis évadé. Tu comprends-tu? J'ai comme évité plein de sujets. Oui, je voyais, c'est ça, là. Je voulais m'évader. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Thank you à Jerry. Merci aux gens de Pâtisserie Michaud. PâtisserieMichaud.com pour votre organisation, pour vous financer. Très, très, très simple. Et merci à Mr. White et Régent Tremblay avec qui on a fait un gros opening. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate.